Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Le Sofa de Crébillon. Ce soir, nous irons du chapitre 7 au chapitre 9. Il s'agit du troisième live que nous effectuons sur cette œuvre. Si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, les timecodes sont disponibles dans la description de la vidéo pour vous permettre de passer l'introduction et les pauses dans la lecture. Et sur ces bonnes paroles, on va commencer comme d'habitude par 10-15 minutes de parlotte entre vous et moi. Et aussi, s'il y a des gens dans le chat pour parler, on discutera. C'est souvent l'occasion pour moi de vous faire quelques news, de discuter un petit peu de ce qui va se passer dans les temps à venir sur la chaîne, etc. etc. Et ce soir, j'ai quelques petites choses dont j'aimerais m'entretenir avec vous, justement. Et j'accueille avec plaisir sur le live Chassoad. Bonsoir Chat, comment ça va? Ça me fait extrêmement plaisir de te voir. C'est cool, ça faisait vraiment longtemps qu'on s'était pas parlé, et là ça fait 2 fois qu'on se croise assez, assez rapidement. Et ça me fait vraiment plaisir de te voir. Faudrait qu'on prenne le temps de discuter en off, ce serait vraiment cool. J'espère que tu vas bien Chat. Venez vous installer bien tranquillement, vous mettre au chaud j'espère, vous mettre au chaud au coin du feu pour écouter une histoire, n'est-ce pas? Moi là j'ai réactivé les radiateurs parce que depuis ce soir ça... Ouh, depuis ce soir c'est en train de bien rafraîchir. Prenez-vous un petit truc à boire bien chaud, détendez-vous bien, prenez des couvertures pour vous emmitoufler. Je vous souhaite la bonne santé à tous chers amis. Mais c'est vrai que là la fraîcheur revient et ça me fait assez peur parce que je suis plutôt mal isolé là où je suis. Donc dès qu'il y a du froid, ça s'en ressent beaucoup. Et du coup, au chat, ça va plutôt bien, merci de le demander. Et c'est aussi un peu ce dont je voulais parler, c'est-à-dire que ça va plutôt bien, mais je suis dans une phase de démotivation assez violente. Là, j'ai la flemme de tout faire, enfin c'est terrible. Et du coup, j'ai pris le problème à l'envers. Je me suis dit, bon qu'est-ce que tu arrives à tenir? Et le truc où j'ai à peu près réussi à tenir jusqu'à présent, c'est continuer à faire les lives de manière régulière, de manière récurrente. Et voilà, j'ai réussi à ne pas give up, au contraire. Vu que j'arrête les lives cette année le 13 décembre, avant de reprendre en janvier, du coup je me suis dit, voilà, il te reste 15 jours, vas-y, fais ça bien, etc. Donc voilà, j'ai pas de mal à me mettre au live, alors que j'ai du mal par exemple à me mettre à la musique, au dessin. Désolé, je suis en train de nettoyer mon PC en même temps, j'espère que ça fait pas trop de bruit pour vous. Mais oui, du coup je suis en train de... Voilà, j'ai du mal à me mettre à la musique, j'ai du mal à me mettre au dessin, j'ai du mal à me mettre sur, sur toutes les activités professionnelles avec plein de guillemets partout que je peux avoir. Sauf le stream où voilà, je suis plutôt serein pour le moment. D'autant que je sais que je vais faire une pause en décembre, du coup ça me motive à en faire maintenant parce que je sais qu'en décembre je vais plus en avoir pendant 15, même plus que 15 jours, pendant 3 semaines, 4 semaines. Donc je me dis, autant focaliser là-dessus pour le moment, puisque après j'aurai plus ça pendant quelques temps. Et donc, de tout cela m'est venu, alors de tout cela, plus une envie personnelle de tester ce que ça peut faire, du coup du temps, parce que je fais pas grand chose entre guillemets ces temps-ci, et aussi le fait que je vais faire une pause, le fait que ça va être Noël, tout ça, bref, tout ce conglomérat de raisons, fait que je me suis dit, est-ce que je ferais pas plein de lives avant d'arrêter, un peu pour boucler la saison 2019 d'une manière un peu grandiose comme ça, et voilà, un peu sous le signe de la fête justement que symbolise parfaitement le mois de décembre. Est-ce que on ferait pas un peu nimp et un peu des lives à comment dire à fréquence plus fournie, plus soutenue. En tout cas, c'est quelque chose que je médite depuis quelque temps, dont je vous ai déjà parlé lors des précédents lives. Et du coup, je vous laisse un petit peu le choix, à savoir que j'y ai réfléchi encore tout à l'heure. Dans 2 jours, on est en décembre. Et j'arrête les lives le 13. Alors je me suis dit, sachant que dans 2 jours je live, est-ce que du 1er décembre au 13 décembre, je ferai pas un live tous les jours? Sachant que en général, je fais 4 lives par semaine.
Du coup, live de lecture mardi et vendredi à 21h, live de découverte de l'univers de League of Legends dimanche à 21h, et live de gaming sur Sea of Thieves mercredi de 13h à 16h. Bah là, je me suis dit, il y a deux solutions. Soit je continue jusqu'à la fin le programme habituel, soit je continue le programme habituel et tous les jours où je ne live pas habituellement, je fais un live supplémentaire. C'est à vous de me dire aussi en partie si vous avez des envies particulières, ou si au contraire vous êtes en mode oh non ça va nous spammer, ça me fait chier, ou si au contraire vous êtes en mode oh oui trop bien, c'est l'occasion de tester telle chose. Parce que voilà, le but aussi ce serait peut-être de faire des lives sur différents supports, même si je pense que la majeure partie des lives ajoutés vont être ajoutés sur Sea of Thieves, sans vous mentir, parce que c'est un jeu que je surkiffe et que je geek pas mal ces temps-ci. Mais du coup, on peut imaginer que, par exemple, sur le... Comment ça s'appelle ? Sur l'Epic Game Store, par exemple, il y a énormément de jeux gratos toutes les semaines depuis je ne sais combien de mois, qui s'accumulent dans ma bibliothèque et que je n'ai pas le temps ou pas l'envie de faire. Et là, je me suis dit, bah, ça pourrait être l'occasion, par exemple, de faire ce genre de jeu, par exemple. J'aurais bien aimé faire des lives concerts, je vous en parle depuis plus de 2 ans, c'est ridicule, mais j'aurais bien aimé faire des lives concerts, sauf que je n'ai pas encore le niveau. Je continue de m'entraîner à chanter et à jouer de la guitare en même temps, et je m'améliore doucement, mais je m'améliore doucement. Donc malheureusement, je considère pas encore avoir le niveau pour vous faire ça. C'est dommage parce que j'en ai vraiment envie pour le coup. Enfin bref, tout ça pour dire que potentiellement, du 1er au 13 décembre, il pourrait y avoir un live tous les jours avec programmation normale, plus live de gaming les jours de creux. Je pense que ce serait majoritairement des live gaming, voire que des live gaming. Et je pense que ce serait majoritairement du Sea of Thieves, voire que Sea of Thieves, mais je suis ouvert à faire autre chose si vous avez des idées particulières. Comme je le disais, j'ai quasiment tout le catalogue gratuit de l'Epic Game Store. J'ai aussi quelques autres jeux que j'ai sur mon PC, voilà, de côté. Je vous en parlerai certainement sur le Discord. Je vous mettrai peut-être une liste de choses qui m'intéressent à faire pendant ces 2 semaines, ou voilà, à voir. Mais il n'est pas exclu que nous partions sur des aventures différentes pour ces 15 jours. Et puis ouais, on tente plein de choses, on tente plein de choses. Alors, Chassoad, je viens te lire. Peut-être que oui, tu dois te focaliser sur quelque chose, puis faire des pauses parfois, c'est pour encore mieux repartir. Je sais que tu t'éparpilles beaucoup, tellement tu as de passion. Eh ben ça c'est clair et net. J'aime trop de choses. J'aime trop de choses et j'ai envie de faire plein de choses dans plein de domaines. Le problème, en plus de tout cela, c'est que je suis pas forcément doué dans la réalisation. Enfin, c'est un truc que j'ai extrêmement de mal à exprimer et que pas beaucoup de gens comprennent. Mais je suis doué pour créer. C'est un peu bizarre ce que je veux dire. Je pense, sans vouloir me la péter ou quoi que ce soit, mais je pense que je suis doué pour créer. Je pense que je suis doué pour créer des histoires, pour inventer des histoires, pour créer des univers, pour créer même des mécaniques de jeux de société, par exemple. Pour écrire des scénarios, pour inventer des personnages, etc. Je pense être doué là-dedans, mais c'est un peu du talent caché. Je mets encore une fois des gros guillemets, parce que encore une fois, j'ai pas envie de me la péter de ouf. Mais dans le sens où, pour beaucoup de gens, c'est pas constatable, et du coup, c'est pas quantifiable, et du coup, c'est négligeable. Je pense que beaucoup de gens s'en foutent ou ne remarquent pas que c'est intéressant, enfin c'est bizarre ce que je dis, mais que c'est intéressant de savoir créer ou quoi que ce soit, parce que grosso modo, je dirais que c'est plus facile de se rendre compte, par exemple, que quelqu'un est doué en dessin, ou que quelqu'un est doué en musique, ou que quelqu'un est doué, enfin bref, plein d'exemples, en montage vidéo par exemple. Ce que je veux dire, c'est que ça apporte un support physique sur lequel on voit directement si on est doué ou pas, et on comprend directement, et ça touche directement nos sens, donc du coup on est beaucoup plus frappé. Genre un beau dessin, bah on est direct subjugué, on est en mode ah ouais putain c'est beau. Alors qu'une bonne histoire ou quoi que ce soit, c'est un peu plus intime, et c'est un peu plus à intellectualiser entre guillemets. Et du coup je pense que c'est moins facile de se rendre compte du travail potentiel dans ces domaines. Or, j'ai l'impression, personnellement, encore une fois c'est que mon ressenti et je veux pas du tout me la péter, mais j'ai l'impression que personnellement je suis très doué en création, en invention de concepts, en invention d'histoire, etc. Mais je ne suis pas du tout doué en réalisation, c'est-à-dire que je suis pas du tout doué, je me sens pas du tout doué
Par exemple en dessin, par exemple en musique, je me sens pas très doué, j'ai l'impression de vraiment beaucoup besogner pour peu de résultats. Enfin voilà, tout ce genre de choses. Et ce qui fait que malheureusement, je suis souvent dans des situations où très frustrantes, où j'ai l'impression de n'arriver à rien parce que concrètement, on voit pas les avancées. Alors qu'en fait, c'est juste que j'ai un problème de réalisation, pas de conception ou d'invention. Je sais pas si j'ai été hyper clair là-dessus, mais bon, bref. Je me suis un peu éparpillé, mais bon, c'est à ça aussi que servent les introductions de ces lives, un petit peu parler avec vous. Euh, du coup, Chassoad, bah moi je suis partant, après j'espère pouvoir être présente pour voir tout ça. D'ailleurs, comme c'est des lives supplémentaires, tu peux te permettre de tester plein de choses nouvelles. Ouais, voilà, c'est aussi ce que je me suis dit. À la base, j'étais vraiment en mode, bon, bah je vais faire que du Sea of Thieves, parce que c'est ce que je joue en ce moment fréquemment. Et en fait, je me suis dit, ça pourrait être l'occasion de faire autre chose. Alors j'avoue que autre chose que du gaming, je sais pas si j'aurai vraiment l'occasion, dans le sens où ça demande un peu plus de préparation. J'ai pas envie de balancer des lives comme ça à l'arrache. Par exemple, bah, vous savez voilà que des lives de musique ou des lives de jeux de rôle interactifs, c'est des types de lives qui m'intéressent depuis longtemps, mais qui sont très longs à mettre en place. Et, euh, et du coup, bah, je le fais pas parce que c'est long, parce que, par exemple, pour les jeux de rôle interactifs, ça avait du sens à l'époque où j'atteignais 20 viewers régulièrement. Maintenant, ça devient rare que j'ai beaucoup de viewers, malheureusement. Et du coup, je vois plus trop l'intérêt d'un jeu de rôle interactif à l'heure actuelle. Enfin, voilà. Et la musique, comme je le dis, bah, j'ai du mal. Je considère pas que j'ai un niveau suffisant pour faire des lives de musique. Enfin, bref. Donc ouais, je sais pas s'il y aura vraiment des lives autres que live de gaming, mais en tout cas en live de gaming, il y a plein de jeux que j'ai de côté. Je vous avais dit que je ferais ces jeux en fait régulièrement. Bah, on a fait The Witness ensemble en live, un jeu d'énigmes. Et j'avais dit, donc c'était un jeu gratuit de l'Epic Game Store, et je vous avais dit après ça qu'on ferait certainement plein de jeux gratuits de l'Epic Game Store à la suite. Et au final, j'ai enchaîné sur Sea of Thieves et j'ai fait quasiment plus que ça parce que bah, c'est un jeu que je surkiffe. Et j'avais pas forcément le temps d'en plus faire d'autres jeux en live. Donc voilà. Mais là, exceptionnellement, peut-être qu'on va faire ça. Par exemple, il y a Oxenfree qui me donne beaucoup envie. Enfin, il y a pas mal de jeux comme ça qui me donnent envie. On en reparlera très certainement sur Discord. Qu'est-ce que je voulais dire encore par rapport à cela? Oui, aussi, la chose qui fait que j'en fais pas forcément plus d'habitude, c'est que je me dis, est-ce que les gens qui sont abonnés à ma chaîne YouTube ne s'abonnent pas en plus grande partie pour les lives de lecture, et est-ce que du coup être spammé d'un seul coup de plein de vidéos de gaming, ça va pas les saouler et les faire désabonner et ainsi de suite. Je sais pas, j'essaie de faire ce qui me plaît et je tiens vraiment à ma liberté, donc j'ai vraiment envie de faire ce qui me plaît, ce qui me tente, ce qui me passe par la tête. Mais c'est vrai que bah, j'ai aussi le souci de me dire que les viewers, donc vous, vous y retrouviez quoi. Donc bon, j'ai envie que voilà, ça soit du contenu qualitatif et qui ait du sens. Bref. Alors, Chassoad, même perso, j'ai jamais su dire en lisant un livre l'histoire est bonne ou mauvaise, enfin si quelque chose est bien écrit ou non, alors que sûrement des gens sont capables de voir tout ça, mais je pense que c'est souvent des personnes qui lisent beaucoup ou qui sont eux-mêmes créateurs. Ouais, je comprends tout à fait aussi ta remarque, chat. Euh, Au pire, tu peux sortir les vidéos gaming ensemble, genre une compilation si c'est ce qui t'effraie. Ouais, peut-être, à voir. Après, ça demanderait peut-être un travail de... Enfin, compilation, ça demande pas forcément un gros travail de montage. Si vraiment je mets tout à la suite, mais bon, ça serait un gros marathon. À voir, à voir. Après, je vais peut-être mettre dans le titre tout simplement que bah, c'est spécial pour, je sais pas, peut-être calendrier de l'avant de Planétéo, j'en sais rien, en mode pendant 13 jours on fait plein de vidéos, j'en sais rien. Enfin bref, en tout cas, c'est une idée qui me trotte dans la tête, une idée qui me tente. Et bah, si elle vous tente aussi, il y a des chances que ça arrive à partir de dimanche. Voilà, voilou. Et comme je le disais, bah, pour moi c'est une bonne expérience aussi de voir si ça me saoule pas trop. En fait, il y a deux choses. Voir si personnellement ça me saoule pas trop de faire des lives tous les jours. Voir aussi si j'ai le time, parce qu'en vrai je fais pas mal. Même si je dis que je fais rien, j'ai des routines. Par exemple, tous les jours je fais minimum, on va dire 1 heure de batterie, 30 minutes de guitare, 30 minutes de basse. Enfin voilà. J'ai une routine musicale, j'ai une routine de création, d'écriture, de... Bref. Tous les jours, je fais voilà un petit paquet de choses.
Et du coup, voir si j'arrive à tenir cette cadence avec les lives en plus quotidiens. Et enfin, voir si tout simplement ça plaît à vous aussi, parce que voilà, le but c'est pas... C'est un peu des fois l'impression que j'ai de faire des lives que pour moi, entre guillemets. Heureusement, je vois bien que c'est pas vrai, parce que bah voilà, on arrive bientôt aux 1000 abonnés sur la chaîne YouTube, et je reçois très fréquemment des très gentils commentaires, c'est vraiment adorable de votre part. Je reçois vraiment beaucoup de commentaires très agréables sur mes lives et qui me félicitent et qui me disent merci. Notamment, c'est con ce que je vais dire, mais c'est des commentaires qui me plaisent particulièrement. Des gens qui soit ne peuvent pas lire, soit n'aiment pas beaucoup la lecture et qui rattachent. Je sais que par exemple j'ai beaucoup de personnes qui étaient dégoûtées de la lecture, qui sont en mode bah c'est trop bien, ou bien des gens qui sont en mode je suis dyslexique, du coup c'est hyper dur pour moi de lire des bouquins et du coup bah tes lives me sauvent la vie. Bon des fois ça va très loin les messages, hein, mais mais en tout cas ça me fait plaisir dans l'idée. Et et ouais, enfin voilà, j'ai aussi le souci que malgré tout ça soit quelque chose de sympa à consommer entre guillemets. Voilà voilou. Je pense avoir tout dit. Euh, Ça va être un petit défi. Ça va être un petit défi. Je pense vraiment que je vais m'y mettre. Mais ça va être un petit défi d'animer à ce point pendant plusieurs heures, pendant 13 jours d'affilée. Je pense que ça va être un gros défi même. Parce que des fois en live gaming, je suis déjà à deux doigts de plus savoir quoi dire. Donc à voir. À voir. J'ai envie de tester. J'ai envie de tester ça. Bref, j'ai fait une longue parlotte. Vous me connaissez, je suis bavard. Maintenant, on va partir pour une longue lecture, puisque les chapitres du soir sont un chouïa plus longs que les fois passées. Je vais pas forcément vous redonner tout le contexte, etc. Je vous invite plutôt à rattacher les wagons en ayant vu les rediffusions ou en ayant suivi le début de l'histoire grâce à la playlist sur YouTube. Mais en tout cas, on continue ce récit cadre, ce conte moral organisé comme les mille et une nuits, c'est-à-dire un sultan qui demande à un de ses sujets de lui raconter une histoire, et au final, il devait y avoir plusieurs personnages qui racontent des histoires, mais au final, on est resté bloqué sur Amanzei qui dit avoir vécu la vie d'un sofa, qui dit avoir été réincarné dans une autre vie en sofa, et du coup s'être baladé de sofa en sofa et d'avoir vu l'histoire de plein de couples, de plein de gens différents. Et pour être libéré de ce sofa, il a fallu que deux amants s'ébattent sur lui. Donc voilà, on verra un peu ça plus tard dans le texte. Sur ce, on va reprendre la lecture sans plus attendre avec le chapitre 7. Je vous souhaite à tous une bonne écoute chassade, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et je pense qu'on va démarrer, j'arrête de me répéter. On est parti, à tout à l'heure. Chapitre 7, où l'on trouvera beaucoup à reprendre. Un soir, en quittant Fénîmes, Zulma lui demanda quand il pourrait la revoir. Quoiqu'elle craignît beaucoup sa présence, elle ne savait pas s'en passer. Ainsi, après avoir rêvé quelque temps, elle lui répondit qu'il pourrait la voir le lendemain. Fénîmes, qui sentait bien tout le danger qu'il y avait pour elle à être seule avec lui, avait pensé à avoir du monde, et pourtant fit dire, le jour du rendez-vous, qu'elle n'y était pour personne que pour Zulma. Il lui semblait que, quand il trouvait quelqu'un chez elle, moins il avait la liberté de lui parler de son amour, plus par mille choses qu'il imaginait, il tâchait de lui faire comprendre qu'il en était perpétuellement occupé, et l'on est si clairvoyant dans le monde. Elle entendait si bien Zulma. La méchanceté des spectateurs ne pouvait-elle pas leur donner cette pénétration qu'elle ne devait qu'à l'amour? Zulma était moins dangereux pour elle, quand ils étaient seuls, puisque alors il savait être respectueux, et que devant des témoins, il n'était pas assez prudent. Donc, il ne fallait jamais le voir en compagnie, que le moins qu'il serait possible. D'ailleurs, il était si triste quand il ne pouvait pas lui parler. N'y avait-il pas trop d'inhumanité à le priver d'un plaisir que jusque-alors elle avait trouvé si peu de risques à lui accorder? Toutes ces raisons avaient déterminé Fénîmes, ou du moins elle le croyait, et elle fondait toujours soit sur les usages, soit sur des choses qui lui paraissaient aussi sensées, ce que l'amour seul lui faisait faire en faveur de Zulma. Ce jour même, elle avait été extrêmement tentée de faire son bonheur,
Elle s'était dit tout ce que peut se dire une femme qui veut se vaincre elle-même, sur ce qu'elle oppose à son amour. Elle s'était exagéré la constance et les soins de Zulma, ce désir toujours si pressant qu'il avait de lui plaire. Elle se souvenait même avec plaisir qu'il avait toujours mieux aimé être trompé qu'infidèle. Zulma d'ailleurs était jeune, spirituelle, bien fait, toutes choses sur lesquelles elle ne croyait pas appuyer, mais qui n'en étaient pas moins celles qui l'avaient le plus touchée. Qui diable l'arrêtait donc? Pardon. Qui diable l'arrêtait donc? Demanda le sultan. Cette femme-là m'excède. 8 ans de vertu, répondit Amanzeï. 8 ans dont une seule faiblesse allait lui enlever tout le mérite. En effet, s'écria le sultan, voilà ce qui s'appelle une perte. Elle est pour une femme qui pense plus considérable que votre majesté ne le croit, répondit Amanzeï. La vertu est toujours accompagnée d'une paix profonde. Elle n'amuse pas, mais elle satisfait. Une femme assez heureuse pour la posséder, toujours contente d'elle-même, peut ne se regarder jamais qu'avec complaisance. L'estime qu'elle a pour elle est toujours justifiée par celle des autres, et les plaisirs qu'elle sacrifie ne valent pas ceux que le sacrifice lui procure. Dites-moi un peu, dit le sultan, croyez-vous, si j'avais été femme, que j'eusse été vertueuse? En vérité, sire, répondit Amanzeï, stupéfait de la question, je n'en sais rien. Pourquoi n'en savez-vous rien? Demanda le sultan. Mais est-il incroyable que l'on fasse de pareilles questions? Dit la sultane. Ce n'est pas vous que j'interroge, répliqua-t-il. Je veux seulement qu'Amanzeï me dise si j'aurais été vertueuse. Sire, je crois que oui, répartit Amanzeï. Eh bien, mon cher, vous vous trompez, reprit Shabam. J'aurais été tout le contraire. Ce que j'en dis au reste, ajouta-t-il en s'adressant à la sultane, ce n'est pas pour vous dégoûter d'être vertueuse, vous. Ce que je pense là-dessus n'est que pour moi, et peut-être bien que si j'étais femme je changerais d'avis. Sur ces sortes de choses, chacun pense comme il veut, et je ne contrains personne. Votre maître s'embarrasse, dit en souriant la sultane à Amanzeï, et je vous réponds qu'il vous sera fort obligé si vous poursuivez votre compte. Ce que j'entends n'est pas mauvais, répliqua le sultan. Ne dirait-on pas que c'est moi qui interromps? Zulma entra, reprit Amanzeï, et Fénim, quoiqu'il vînt plus tôt qu'elle ne l'attendait, ne laissa pas de lui dire qu'il venait bien tard. Que je suis heureux, Fénim, lui dit-il tendrement, que vous me trouviez coupable. Fénim ne s'aperçut que dans cet instant de la force de ce qu'elle venait de lui dire. Elle voulut s'excuser, et ne sut que répondre. Zulma sourit de l'embarras où il la voyait, et elle rougit de l'avoir vue sourire. Il se jeta à ses genoux, et lui baisa la main avec une ardeur extrême. Elle fit un mouvement pour la retirer, mais, comme il ne faisait pas d'effort pour la retenir, elle la lui rendit. Zulma, cependant, lui disait les choses les plus tendres. Elle ne lui répondait pas, mais elle l'écoutait avec une attention et une avidité qu'elle se serait sûrement reprochée si elle avait pu démêler ses mouvements. Sa gorge était un peu découverte. Elle s'aperçut qu'il y portait ses yeux et voulut rapprocher sa robe. « Ah, cruel !» lui dit Zulma. Cette exclamation suffit pour arrêter la main de Fénim. Pour laisser jouir Zulma de la légère faveur qu'elle lui accordait, sans qu'il pût rien en conclure contre elle, elle feignit d'avoir quelque chose à raccommoder à sa coiffure. Les yeux de Zulma ne purent, sans s'enflammer, s'attacher longtemps sur l'objet que Fénim lui avait abandonné. Elle se livra d'abord au plaisir d'être admirée de ce qu'elle aimait. Ses yeux se troublèrent, elle regarda Zulma languissamment, et parut plongée dans la plus tendre rêverie. « Allons, Zulma, dit alors le sultan. Mais il ne voyait pas cela, lui. Ah, la cruelle bête !» Fénim, malgré le désordre qui s'emparait d'elle, poursuivit Amanzeï, s'aperçut de celui de son amant, et craignant également l'émotion de Zulma et la sienne, elle se leva brusquement. Il fit quelques efforts pour la retenir, et n'ayant plus la force de lui parler, il tâcha, en arrosant sa main des pleurs qu'il répandait, de lui faire comprendre combien il était touché de la cruelle résolution qu'elle prenait. Tant de respect achevait d'émouvoir Fénim, mais l'amour ne l'ayant pas encore absolument vaincu, elle triompha, et de ses propres désirs et de ceux de son amant, plus dangereux pour elle peut-être que les siens mêmes. Aussitôt qu'elle se fut débarrassée des bras de Zulma, elle lui fit signe de se relever. Il obéit. Ils se regardèrent quelque temps en gardant le silence. Fénim, enfin, lui dit qu'elle voulait jouer. Quelque déplacée que cette envie parut à Zulma, il ne savait pas résister aux volontés de Fénim, et il prépara tout lui-même avec autant de vivacité que si c'eût été lui qui eût désiré le jeu. Cette nouvelle preuve de sa soumission toucha extrêmement Fénim, et je la vis prête à lui demander pardon d'une fantaisie qu'alors elle trouvait ridicule. Le repentir de Fénim ne dura pas autant qu'il l'aurait fallu pour le bonheur de Zulma,
et plus elle se sentit émue, plus elle crut devoir lui cacher son trouble. Elle se mit donc au jeu, mais il lui inspira un ennui qui lui fit bientôt connaître que ce qu'elle avait imaginé contre Zulma était pour elle d'une bien faible ressource. Elle ne voulut pourtant pas croire d'abord que les dispositions où elle était pour lui causassent cette langueur dans laquelle elle se sentait, et l'attribuant uniquement au jeu qu'elle avait choisi, elle pressa son amant d'en prendre un autre, il obéit en soupirant, et elle n'en fut pas moins tourmentée. Ce désordre qu'elle croyait calmer, ces tendres idées dont elle cherchait à se distraire, semblaient par la violence qu'elle se faisait s'accroître, et prendre plus d'empire sur son âme. Abîmée dans sa rêverie, elle croyait regarder son jeu et ne s'occupait que de Zulma. L'air pénétré qu'elle lui voyait, les profonds soupirs qu'il poussait, ces larmes qu'elle voyait près de couler et que son respect pour elle semblait seul retenir encore, achevèrent d'attendrir Fénime. Tout entière aux tendres mouvements qu'il lui inspirait, elle s'attacha uniquement à le regarder, soit qu'enfin elle fût confuse de l'état où elle se trouvait, soit qu'elle ne pût plus soutenir les regards de Zulma, elle appuya sa tête sur sa main. Zulma ne la vit pas plus tôt dans cette attitude qu'il alla se jeter à ses pieds, où Fénime, trop occupée, ne le vit pas, où elle ne voulut pas l'en empêcher. Il profita de ce moment de faiblesse pour lui baiser la main qu'elle avait libre, et il la baisa avec plus de transport qu'un amant ordinaire n'en éprouve en jouissant de tout ce qui peut le rendre heureux. Comblé d'une faveur que dans les termes mêmes où ils en étaient ensemble, il n'osait pas encore espérer, il voulut chercher dans les yeux de Fénime quel devait être son destin. Elle avait toujours la tête appuyée sur sa main, il s'en empara doucement, et Fénime, en se découvrant le visage, le laissa voir couvert de ses larmes. Ce spectacle émut Zulma au point d'en verser lui-même. « Ah, Fénime !» s'écria-t-il, en poussant un profond soupir. « Ah, Zulma !» répondit-elle tendrement. En achevant ces paroles, ils se regardèrent, mais avec cette tendresse, ce feu, cette volupté, cet égarement que l'amour seul est l'amour le plus vrai peut faire sentir. Zulma, enfin, d'une voix entrecoupée par les soupirs, reprit la parole. « Fénime, dit-il avec transport, ah, s'il est vrai qu'enfin mon amour vous touche, et que vous craignez encore de me le dire, laissez du moins à ces yeux charmants, à ces yeux que j'adore, la liberté de s'expliquer en ma faveur. »« Non, Zulma, répondit-elle, je vous aime, et je ne me pardonnerai pas de vous retrancher rien d'un triomphe que vous avez si bien mérité. Je vous aime, Zulma, ma bouche, mon cœur, mes yeux, tout doit vous le dire, et tout vous le dit. Zulma, mon cher Zulma, je ne suis heureuse que depuis que je peux vous apprendre tout ce que je sens pour vous. » À des paroles si douces et si peu attendues, Zulma pensa mourir de sa joie. Dans quelque égarement qu'elle le plongea, il n'oublia pas que Fénime pouvait le rendre encore plus heureux. Quoiqu'il n'ignorât pas que l'aveu qu'elle lui faisait l'autorisait à 1000 choses qu'à peine, jusque à ce moment, il avait osé imaginer, le respect qu'il avait pour elle l'emportant sur ses désirs, il voulut attendre qu'elle achevât de décider de son sort. Fénime connaissait trop Zulma pour se méprendre aux motifs qui suspendaient ses empressements. Elle le regarda encore avec une extrême tendresse, et cédant enfin aux doux mouvements dont elle était agitée, elle se précipita sur lui avec une ardeur que les termes les plus forts et l'imagination la plus ardente ne pourraient jamais bien peindre. Que de vérité, que de sentiments dans leur transport, non, jamais spectacle plus attendrissant ne s'était offert à mes yeux. Tous deux enivrés semblaient avoir perdu tout usage de leurs sens. Ce n'étaient point ces mouvements momentanés que donne le désir, c'était ce vrai délire, cette douce fureur de l'amour, toujours cherchée et si rarement sentie. « Ô Dieu, Dieu !» disait de temps en temps Zulma sans pouvoir en dire davantage. Fénime, de son côté, abandonnée à tout son trouble, serrait tendrement Zulma dans ses bras, s'en arrachait pour le regarder, s'y rejetait, le regardait encore. « Zulma, lui disait-elle avec transport, ah Zulma, que j'ai connu tard le bonheur !» Ces paroles étaient suivies de ce silence délicieux auquel l'âme se plaît à se livrer lorsque les expressions manquent aux sentiments qui la pénètrent. Zulma, cependant, avait bien des choses encore à désirer, et Fénime, à qui son ardeur les rendait en ce moment presque aussi nécessaires qu'à lui-même, loin de vouloir rien opposer à ses désirs, s'y livra aveuglément. Il semblait même qu'il fit encore plus pour elle qu'elle ne faisait pour lui. Plus elle s'était défendue contre son amour, plus elle croyait devoir lui prouver combien sa résistance lui avait coûté, et lui faire une sorte de satisfaction sur les tourments qu'elle lui avait fait éprouver si longtemps. Elle aurait rougi de s'armer de cette fausse décence qui, si souvent gêne et corrompt les plaisirs, et qui, paraissant mettre sans cesse le repentir à côté de l'amour, laisse, au milieu du bonheur même, un bonheur encore plus doux à désirer. La tendre, la sincère Fénime se serait crue coupable envers Zulma, si elle lui avait dérobé quelque chose de l'ardeur extrême qu'il lui inspirait. Elle volait avec empressement au-devant de ses caresses,
et comme quelques moments auparavant elle s'estimait de lui résister, elle mettait alors toute sa gloire à le bien convaincre de sa tendresse. Dans un de ces intervalles que, tout courts qu'ils étaient, il remplissait par 1000 tendres transports, Phénime lui dit Zulma, de l'air le plus passionné, « Vous mettez trop de vérité dans tous vos mouvements, pour que je n'ai pas dû croire quelquefois que vous m'aimiez. Pourquoi avez-vous retardé si longtemps cet aveu ?»« Mon cœur s'est déterminé promptement pour vous, répondit Phénime, mais ma raison s'est longtemps opposée à mes sentiments. Plus je me sentais capable de la passion la plus sincère, plus je craignais de m'engager. Sans avoir aimé, je sentais que j'exigerais plus de tendresse que je ne pourrais en inspirer. Vous seul m'avez fait connaître qu'il y a encore des hommes capables d'aimer. Vous m'aviez touché, mais vous ne m'aviez pas vaincu. Vous l'avouerai-je, Zulma, cette vertu que je vous sacrifie aujourd'hui avec tant de plaisir a longtemps combattu comme contre vous. Je n'imaginais pas sans désespoir qu'une seule faiblesse allait me ravir, et la douce certitude que j'étais estimable, et le bonheur d'être estimé. Ah, Zulma, ajouta-t-elle en le serrant dans ses bras, que tu me rends odieux, tous les moments que je n'ai point passés à te prouver ma tendresse. Qui, moi, Zulma, j'ai pu te résister, je t'ai fait répandre des larmes, et ce n'a pas toujours été celle que tu répands aujourd'hui. Pardonne-le-moi, j'étais plus malheureuse que toi-même. Oui, Zulma, je me reprocherai toujours d'avoir pu croire qu'être à toi ne dut pas remplir tous mes vœux et me tenir lieu de tout. Tu m'aimais, et je pouvais songer à l'estime des autres. Ah, puis-je encore mériter la tienne? Votre Majesté devine sans doute, continua Amanzei, quelle fut la suite d'une pareille conversation. Quelque plaisir qu'elle m'ait donné, il me serait impossible de me rappeler les discours de deux amants qui, enivrés d'eux-mêmes, s'interrogeaient et ne se donnaient jamais le temps de se répondre, et dont les idées n'ayant alors entre elles aucune liaison, ne peignaient que le désordre de leur âme, et ne devaient pas avoir pour un tiers le même charme que pour eux. J'étais surpris, et de la vivacité de leur passion, et des ressources qu'ils y trouvaient. Ils ne se séparèrent que fort tard, et Zulma fut à peine sortie, que Phénime, qui lui avait consacré tous ses moments, se mit à lui écrire. Zulma revint le lendemain de fort bonne heure, toujours plus amoureux, toujours plus tendrement aimé, jouir aux genoux, ou dans les bras de Phénime, des plus délicieux moments. Malgré le penchant qui me portait à changer souvent de demeure, je ne pus résister au désir de savoir si Zulma et Phénime s'aimeraient longtemps, et cette curiosité m'arrêta chez elles près d'un an. Mais voyant enfin que leur amour, loin de diminuer, semblait tous les jours prendre de nouvelles forces, et qu'ils avaient même joint à toutes les délicatesses, à toute la vivacité de la passion la plus ardente, la confiance et l'égalité de l'amitié la plus tendre, j'allais chercher ailleurs ma délivrance, ou de nouveaux plaisirs. Et c'est la fin du chapitre 7, les amis. Nous marquons une courte pause. Courte pause entre le chapitre 7 et 8. Étonnamment, j'ai lu le chapitre beaucoup plus vite que ce que j'aurais cru. Alors je sais pas si c'est moi qui ai lu spécialement rapidement. Ce soir j'ai eu l'impression d'avoir un peu moins de mal à faire la lecture. Je suis peut-être dans un meilleur jour. Je suis peut-être dans un meilleur jour, mais j'ai eu l'impression d'être un peu meilleur que la fois passée. Donc il y a peut-être ça aussi qui fait que j'ai lu plus vite. Mais en tout cas, méga cool. Pour ma part, je trouve ça méga cool. On continue d'avoir du coup Amanzei qui raconte ses histoires et on voit que Amanzei va partir dans un autre sofa et du coup sur une autre histoire et sur d'autres personnages. Ce qui est intéressant parce que ça rejoint encore ce qu'on disait lors du live précédent sur l'événement qu'il y avait déjà eu, de dire que entre guillemets quand il y a une routine, quand tout va bien, et il n'y a rien à raconter entre guillemets. C'est marrant comme état de fait. C'est très dur de raconter. Enfin, je dirais que ça intéresse très difficilement les gens, ce qui est bien, ce qui est bon et ce qui ne rencontre pas de problématique et ce qui n'a pas de malheur. Et du coup c'est marrant parce que c'est un peu ce que disait Amanzei la fois précédente, où il disait bon bah il se passait trop rien, donc je suis parti de cette maison très rapidement. Et là de la même manière, à contrario, il est resté dans cette maison pendant 1 an, donc ça a duré longtemps, mais ces 1 an, il est réduit à un paragraphe où il dit bon bah voilà, il se passe rien, je vais aller autre part. Enfin c'est marrant comment pour écrire une histoire et pour marquer les conversations, je trouve vraiment, même dans la vie, je trouve que ça se vérifie. Il n'y a aucune conversation
qui est jugée intéressante pour les gens s'il n'y a pas un peu de fiel dans ces conversations. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Mais en même temps, je comprends parce que ouais, c'est beaucoup plus dur de rendre intéressant quelque chose de bien, quelque chose de mauvais ou quelque chose de problématique, etc. etc. Enfin bref, mais c'est marrant de remarquer ça et de remarquer qu'il y a aussi un discours sur ça dans ce bouquin. Si je dis pas de bêtises, les 2 chapitres à venir sont encore plus longs. Le chapitre 7 n'a pas de titre d'ailleurs. Le chapitre 8, pardon. Euh, ce qui déroge à la règle de tous les chapitres jusqu'à présent, donc je sais pas comment ça va poursuivre. Je ne me rappelle plus exactement comment s'orchestre le livre, je l'ai déjà lu comme je l'avais dit il y a de cela quelques années, mais là j'avoue ne pas me rappeler la finalité du bouquin, etc. Donc ça va être cool pour moi de redécouvrir ça. Mais je pense qu'on va encore pas mal passer d'histoire en histoire qu'Amanzai peut raconter, et du coup changer très souvent de personnage. Ce qui est pas plus mal en fait, parce que du coup, à chaque épisode que vous aurez sur YouTube, il y aura quasiment une histoire complète ou quasi complète, quoi. Donc ouais, c'est pas plus mal au final, ça va bien, je trouve. Et sinon, on va continuer à avoir cette espèce de discours à 2 protagonistes qui est vachement sympa et que permet le système, le mécanisme du récit cadre où Amanzai fait son discours et en même temps il y a des retours sur son discours directement. Et du coup, ouais, on continue à avoir cet affrontement entre guillemets entre le sultan qui est un peu bourrin, qui est un peu beauf, etc. Et Amanzai qui est peut-être un peu plus subtil, qui aime aller un petit peu plus sur de la philosophie, de la morale, etc. Et la sultane qui est plutôt aussi de ce camp-là. Donc c'est marrant d'avoir cette polarité. Voilà, enfin ces 2 pôles quoi, ces 2 pôles contraires, ces 2 pôles opposés, qui permettent d'avoir un œil tout à fait différent sur l'histoire. Et en fait c'est vraiment métatextuel, puisque si vous vous rappelez dans l'introduction du bouquin, l'auteur disait lui-même qu'il y avait faisait lui-même un message sur le conte, sur le genre du conte, en disant que le genre du conte est bien trop souvent sous-estimé, que pour lui c'est un genre qui permet beaucoup plus que ce qu'on ne croirait, et que c'est pas du tout un genre uniquement enfantin, ça peut vraiment apporter des grandes réflexions, etc. Et du coup c'est marrant parce que cette dualité qui était présentée en introduction, on continue de la mettre en scène constamment dans la fiction, avec le dialogue du coup, les retours du sultan sur l'histoire racontée par Amanzai. C'est vraiment pas mal, personnellement je continue de bien aimer, et on a toujours ce style. Alors encore une fois, je sais pas si c'est le style de Crébillon ou si c'est le style du XVIIIe siècle, sûrement un mélange des deux, mais je trouve le style très élégant, très ciselé, très fleuri. Je trouve ça vachement bien écrit. Vachement bien écrit, des phrases archi longues et pas toujours évidentes du coup à rythmer, à ponctuer comme il se doit, mais des phrases qui sont très très belles et ouais, qui font un peu voyager quoi. C'est un peu exotique quand même, ça se passe avec un sultan, c'est dans les Indes, voilà. On voyage un petit peu aussi grâce au style qui nous aide à partir dans l'exotisme comme ça, avec des phrases vachement atypiques. Bon après c'est peut-être justement atypique parce que on est au 21e siècle, mais bon. En tout cas, je trouve ça vachement bien écrit et agréable. Je trouve que ça va bien en bouche. Ouais, c'est ça, chat. Je suis vraiment dans un bon mood. D'ailleurs, j'avais un peu ce délire-là toute la journée, au final, donc c'est peut-être un truc de la journée. Ouais, c'est peut-être un truc de la journée, en fait. C'est peut-être une journée où j'étais pas dégueu. Parce que tout à l'heure, en jouant de la guitare et en jouant de la batterie, je me suis pas trouvé mauvais. Enfin bref. Je suis peut-être dans un jour où j'ai bien dormi, je suis bien en forme, enfin voilà. Il y a tellement de choses qui peuvent jouer sur n'importe quelle activité en vrai. Comme disait Smelly, le batteur de NoFX, il parlait des concerts, etc. Il disait, il y a des jours où tu joues 5 minutes de la batterie
et tu sais que tu vas t'éclater, que ça va être facile, que ça va être bien, et que juste tu vas t'amuser. Et il y a des jours où après 5 minutes de batterie, tu sais que tu vas réussir à faire ce que tu dois faire, mais que ça va te prendre beaucoup plus d'énergie, que tu vas galérer, qu'il va falloir que tu t'échauffes bien, que tu sois beaucoup plus rigoureux, etc. quoi. Et ouais, ça je pense que c'est clairement quelque chose que tout le monde peut apprécier au quotidien, d'avoir des jours avec et des jours sans. Donc admettons que ce soit un jour avec, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je vais enchaîner sans plus attendre avec la suite. Le chapitre 8 qui n'a pas de titre donc et qui est composé de 10 pages, puis enfin le chapitre 9 qui est composé lui de plus de 10 pages, une première pour cette lecture. Donc je pense qu'on est ensemble encore pour pas mal de temps, l'air de rien. Je te souhaite une bonne écoute, Chassoad, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion. A tout à l'heure pour la dernière pause de ce soir. Chapitre 8. En sortant de chez Fénime, j'entrai dans une maison où, ne voyant que de ces choses qui, à force d'être ordinaires, ne valent la peine ni d'être regardées ni racontées, je ne demeurai pas longtemps. Je fus encore quelques jours sans trouver dans les différents endroits où mon inquiétude et ma curiosité me conduisirent, rien qui m'amusât ou qui dût me paraître nouveau. Ici, l'on se rendait par vanité. Là, le caprice, l'intérêt, l'habitude, même l'indolence étaient les seuls motifs des faiblesses dont on me faisait le témoin. Je rencontrais assez souvent ce mouvement vif et passager que l'on honore du nom de goût, mais je ne retrouvais nulle part cet amour, cette délicatesse, cette tendre volupté qui, chez Fénime, avait fait si longtemps mon admiration et mes plaisirs. Lasse de la vie errante que je menais, convaincu que le sentiment dont on veut sans cesse paraître rempli est cependant ce que l'on éprouve le moins, je commençai à m'ennuyer de ma destinée, et à désirer vivement de trouver cette occasion qui devait terminer le supplice auquel j'étais condamné. Quelles mœurs, m'écriai-je quelquefois. Non, Brahma qui les connaît m'a flatté d'une espérance vaine. Il n'a pas cru qu'avec ce goût effréné des plaisirs qui règnent dans un gras, et ce mépris des principes qui y est si généralement répandu, je pusse jamais trouver deux personnes, telles qu'il les demande, pour m'appeler à une autre vie. Tout entier à ces chagrinantes réflexions, je me transportai dans une maison où tout avait l'air paisible. Une fille, âgée de près de 40 ans, y logeait seule. Quoiqu'elle fût encore assez bien pour pouvoir sans ridicule se livrer à l'amour, elle était sage, fuyait les plaisirs bruyants, voyait peu de monde, et semblait même avoir moins cherché à se faire une société agréable qu'à vivre avec des gens qui, soit par leur âge, soit par la nature de leurs emplois, pussent la mettre à l'abri de tout soupçon. Aussi y avait-il dans Agra peu de maisons plus tristes que la sienne. Entre les hommes qui allaient chez elle, celui qu'elle paraissait voir avec le plus de plaisir, et qui aussi la quittait le moins, était un homme déjà d'un certain âge, grave, froid, réservé, plus encore par tempérament que par état, quoiqu'il fût chef d'un collège de brahmines. Il était dur, haïssait les plaisirs, et ne croyait pas qu'il y en eût aucun dont l'âme du vrai sage pût n'être pas avilie. À cette mauvaise humeur, à cet extérieur sombre, je le pris d'abord pour une de ces personnes plus farouches que vertueuses, inexorables pour les autres, indulgentes pour elles-mêmes, et blâmant en public avec aigreur les vices auxquels elles se livrent en secret. Je le pris enfin pour un faux dévot. Fatmé m'avait terriblement gâté l'esprit sur les gens dont l'extérieur était sage et réglé. Quoique je me sois rarement méprise en pensant mal d'eux, je me trompais sur Moclès, et lorsque je le connus, il méritait que j'eusse de lui d'autres idées. Son âme alors était droite, et sa vertu sincère. Tout Agra le croyait plus sage même qu'il ne voulait le paraître. Personne ne doutait que son aversion pour les plaisirs ne fût réelle, et que, quelque durs que fussent ses principes, il ne les eût toujours suivis. L'on avait d'Almaïd, c'est le nom de la fille chez qui j'étais, des idées aussi favorables. L'étroite liaison qui était entre elle et Moclès n'avait donné aucun lieu à des soupçons qui leur fussent désavantageux, et quelle que soit sur les liaisons intimes la méchanceté du public, il n'y avait personne qui ne respectât la leur, et qui ne la crût fondée sur le goût qu'ils avaient pour la vertu. Moclès venait tous les soirs chez Almaïd, et soit qu'ils fussent en compagnie, soit qu'ils fussent seuls, leurs actions étaient irréprochables, et leurs discours sages et mesurés. Communément, ils agitaient quelques points de morale. Moclès, dans ses discussions, faisait toujours briller ses lumières et sa droiture. Une chose seule me déplaisait, c'était que deux personnes si supérieures aux autres, et qui tenaient toute leur passion dans des bornes si resserrées, n'eussent point triomphé de l'orgueil, et que mutuellement elles se proposassent pour exemple. Souvent même, ne s'en reposant pas sur l'estime qu'ils avaient l'un pour l'autre,
Chacun d'eux entreprenait son panégyrique et se louait avec une complaisance, une chaleur, une vanité, dont assurément leur vertu n'aurait pas dû être contente. Quoiqu'une maison si triste m'ennuya beaucoup, je résolus d'y demeurer quelque temps. Ce n'était pas que j'espérasse de m'y amuser un jour, ou d'y trouver ma délivrance. Plus je croyais Almaïde et Moclès assez parfaits pour l'opérer, moins j'osais attendre d'eux une faiblesse. Mais las encore de mes courses, dégoûté du monde, sentant alors avec horreur à quel point il m'avait perverti, je n'étais pas fâché d'entendre parler morale, soit que la nouveauté dont elle était pour moi fût seulement ce qui me la rendait agréable, ou que, dans les dispositions où j'étais, je la regardasse comme une chose qui pouvait m'être salutaire. « Ah, vraiment !» s'écria le sultan. « Je ne suis plus étonné que vous m'en ayez accablé, je vois où vous l'avez prise, mais afin que vous ne soyez pas encore tenté de me montrer votre éloquence ou votre mémoire, je réitère les menaces que je vous ai faites avec tant de prudence au commencement de votre conte. Si j'étais moins clément, je vous laisserais faire, et avec le plaisir que vous avez à parler, sans doute vous iriez loin. Mais je n'aime pas la supercherie, et je veux bien vous redire encore que rien n'est moins salutaire que la morale. » Malgré la rare vertu dont Almaïde et Moclès étaient doués, reprit Amanzeï, ils mêlaient quelquefois à la morale des peintures du vice, un peu trop détaillées. Leurs intentions, sans doute, étaient bonnes, mais il n'en était pas plus prudent à eux de s'arrêter sur des idées dont on ne saurait trop éloigner son imagination, si l'on veut échapper aux troubles qu'elles portent ordinairement dans les sens. Almaïde et Moclès, qui n'y sentaient pas de danger, ou s'y croyaient supérieurs, ne craignaient point assez de disserter sur la volupté. Il est bien vrai qu'après en avoir vivement étalé tous les charmes, ils en exagéraient la honte et les dangers. Il convenait même que la vraie félicité ne se trouve que dans le sein de la vertu, mais ils en convenaient sèchement, et comme d'une vérité trop généralement reconnue pour avoir besoin d'être discutée. Ce n'était pas avec la même rapidité qu'ils faisaient l'examen du plaisir. Ils s'étendaient sur une matière si intéressante et s'appesantissaient sur les détails les plus dangereux, avec une confiance dont enfin j'osais espérer qu'ils pourraient bien être la dupe. Il y avait au moins un mois que, tous les soirs, ils s'amusaient de ces peintures vives que je croyais si peu faites pour eux, et que, quelque sujet qu'ils traitassent d'abord, ils retombaient toujours sur celui qu'ils auraient dû éviter. Moclès, de qui insensiblement ces discours avaient adouci l'humeur, venait chez Almaïde plutôt qu'à son ordinaire, s'y amusait davantage et en sortait plus tard. Almaïde, de son côté, l'attendait avec plus d'impatience, le voyait avec plus de plaisir, l'écoutait avec moins de distraction. Quand Moclès arrivait chez elle et qu'il y trouvait du monde, il y avait l'air contraint et embarrassé, et elle-même ne paraissait pas être plus contente. Enfin, les laissait-on seuls, je remarquai sur leur visage cette joie que ressentent deux amants qui, longtemps troublés par une visite importune, ont enfin le bonheur de pouvoir se livrer à leur tendresse. Almaïde et Moclès s'approchaient l'un de l'autre avec empressement, se plaignaient de ce qu'on ne les laissait pas assez à eux-mêmes, et se regardaient mutuellement avec une extrême complaisance. C'était à peu près la même façon de se parler, mais ce n'était plus le même ton. Ils vivaient enfin avec une familiarité qui devait les mener d'autant plus loin, qu'ils s'étourdissaient sur ce qui l'avait fait naître, ou, ce que je croyais plus aisément, ne le pénétrait pas. Moclès, un jour, louait excessivement Almaïde sur sa vertu. Pour moi, dit-elle, il n'est pas bien singulier que j'aie été sage. Dans une femme, les préjugés aident la vertu, mais dans un homme, ils la corrompent. C'est une espèce de sottise à vous de n'être pas galant en nous, c'est un vice de l'être. Vous avez dû, vous, par exemple, qui me louez, en ne pensant que comme moi, mériter pourtant plus d'estime. À ne pas examiner les choses avec cette exactitude de raisonnement qui les montre telles qu'elles sont, répondit-il gravement, on imaginerait que je suis en effet plus estimable que vous, et l'on s'en tromperait. Il est aisé à un homme de résister à l'amour, et tout y livre les femmes. Si ce n'est pas la tendresse qui les y porte, ce sont les sens. Au défaut de ces deux mouvements, qui causent tous les jours tant de désordre, elles ont la vanité qui, pour être la source de leur faiblesse, que l'on doit excuser le moins, n'en est peut-être pas la moins ordinaire. Et ce qui, ajouta-t-il en soupirant, et en levant les yeux au ciel, est encore plus terrible pour elles, c'est le désœuvrement perpétuel dans lequel elles languissent. Cette nonchalance fatale livre l'esprit aux idées les plus dangereuses, l'imagination naturellement vicieuse les adopte et les étend. La passion déjà née en prend plus d'empire sur le cœur, ou s'il est encore exempt de troubles, ces fantômes de volupté que l'on se plaît à se présenter le disposent à la faiblesse. Quand seule et abandonnée à toute la vivacité de son imagination, une femme poursuit une chimère que son désœuvrement l'a forcée d'enfanter, pour n'être pas troublée dans cette jouissance imaginaire. Elle écarte toutes ces idées de vertu qui la feraient rougir des illusions qu'elle se forme. Moins l'objet qui la séduit est réel, plus elle croit inutile de lui résister.
C'est dans le silence, c'est vis-à-vis elle-même qu'elle est faible, qu'a-t-elle à craindre? Mais ce cœur qu'elle nourrit de tendresse, ces sens qu'elle plie à l'habitude de la volupté, se contenteront-ils toujours d'illusions? Supposez même qu'elle ne cherche pas ce qui blesse plus réellement la vertu. Peut-elle se flatter que dans un mouvement, et qui sera peut-être un de ceux où intérieurement elle s'égare, où un amant tendre, ardent, empressé viendra gémir à ses genoux, et y porter en même temps ses larmes et ses transports, elle retrouvera dans un cœur qu'elle a tant de fois livré volontairement au charme de la mollesse, ces principes qui seuls pouvaient la faire triompher d'une si dangereuse occasion? Ah, Moclès, s'écria Almaïd en rougissant, que la vertu est difficile à pratiquer. Vous êtes moins faite qu'une autre personne pour le croire, répondit-il, vous qui, avec tous les agréments possibles, nés pour vivre au milieu des plaisirs, avez tout sacrifié à cette même vertu, qu'aujourd'hui l'on sacrifie aux choses mêmes qui sembleraient devoir le moins l'emporter sur elle. Je ne me flatte point, répliqua-t-elle modestement, d'être arrivée à la perfection, mais il est vrai que j'ai tout craint, surtout ce désœuvrement dont vous venez de parler, et ces livres, et ces spectacles pernicieux qui ne peuvent qu'amollir l'âme. Oui, je le sais, reprit-il, et c'est à ce soin continuel de vous occuper, que vous devez principalement votre sagesse, car, et je le vois par nous-mêmes, rien ne nous livre plus aux passions que l'oisiveté. Et si elle prend tout sur nous qui sommes nés moins fragiles, jugez de ce qu'elle peut sur vous. Il est vrai, répondit-elle, que nous avons tout à combattre. Infiniment plus que nous, répliqua-t-il, et c'était ce que je vous disais. Il faut de plus que vous considériez que les femmes sont toujours attaquées, et que si vous en acceptez quelques-unes sans pudeur et sans principe, qui, même sans aimer, osent les premières dire qu'elles aiment, il n'arrive pas, quelque corrompu que l'on soit aujourd'hui, que nous ayons à combattre ces soins, ces pleurs, et cette obstination que nous employons tous les jours contre les femmes avec tant de succès. D'ailleurs, si vous ajoutez aux hommages qu'on leur rend, l'exemple, à cet égard, l'exemple, à cet égard, interrompit-elle, nous n'avons point d'avantage sur vous. L'exemple doit même d'autant plus vous entraîner que vous êtes galant par état. Cela n'est pas exactement vrai pour tous les hommes, répondit-il, puisqu'il y en a beaucoup à qui leur état même interdit cette frénésie de l'âme, que l'on appelle le plaisir d'aimer. Moi, par exemple, je suis dans ce cas-là. Quand cela ne serait pas, répliqua-t-elle, né assez heureux pour être inaccessible aux passions, vous auriez toujours... Ici, Moclès leva les yeux au ciel en soupirant. Quoi, continua Almaïd, vous reprocheriez-vous quelque chose? Ah, Moclès, si vous n'êtes pas content de vous-même, qui peut oser l'être de soi? Quoi, vous auriez voulu connaître l'amour? Oui, répondit-il tristement. Cet aveu m'humilie, mais je le dois à la vérité. Il est vrai aussi que je n'ai pas cédé à cette funeste tentation. En vous avouant que j'ai quelquefois été obligé de combattre, je me montre sans doute à vos yeux avec des faiblesses dont, à votre étonnement, je vois bien que vous ne me croyez pas capable, mais en vous tirant d'une erreur qui m'était avantageuse, je crains de vous faire encore trop bien penser de moi. Il est moins humiliant d'être tenté qu'il n'est glorieux de résister à la tentation. En vous confiant mes faiblesses, je suis forcé de vous parler de mes triomphes. Ce que je perds d'un côté, il semble que je veuille le regagner de l'autre, et je ne sais si je ne dois pas craindre que vous n'attribuiez à l'orgueil, n'attribuiez à orgueil un aveu que je ne vous fais que pour éviter le mensonge. En achevant ce modeste discours, Moclès baissa les yeux. Oh, vous ne risquez rien avec moi, lui dit vivement Almaïd, je vous connais. Eh bien, vous avez donc été quelquefois tenté de succomber. Vous ne m'étonnez pas. On a beau marcher d'un pas constant à la perfection, on n'y arrive jamais. Ce que vous dites n'est malheureusement que trop prouvé, répondit-il. Hélas, s'écria-t-elle douloureusement. Pensez-vous donc que j'ai tant à me louer de moi-même, et que je sois exempte de ces faiblesses que vous reprochez? Quoi? Lui dit-il. Vous aussi, Almaïd? J'ai trop de confiance en vous pour vouloir rien vous cacher, reprit-elle, et je vous avouerai que j'ai eu cruellement à combattre. Ce qui m'a longtemps étonné, qu'encore aujourd'hui, je ne conçois pas... Ce qui m'a longtemps étonné, et qu'encore aujourd'hui je ne conçois pas, c'est que ce trouble qui s'empare des sens et les confond soit indépendant de nous-mêmes. 100 fois il m'a surprise dans les occupations les plus sérieuses, et qui naturellement devait y rendre mon âme moins accessible. Quelquefois je le combattais avec assez de succès. Dans d'autres temps, moins forte contre lui malgré moi-même, il m'asservissait, entraînait mon imagination, se soumettait toutes mes facultés. Que ces honteux mouvements subjuguent une âme qui se plaît à les nourrir, et qui ne se trouve heureuse qu'autant qu'elle y est en proie, je n'en suis pas surprise. Mais pourquoi y est-on exposé, quand on fait le plus grand et le plus continu de ses soins, de les anéantir? Ce que l'on appelle sagesse, répondit Moclès, consiste beaucoup moins à n'être pas tenté
qu'à savoir triompher de la tentation. Et il y aurait trop peu de mérite à être vertueux si, pour l'être, l'on n'avait pas d'obstacle à surmonter. Mais puisque nous en sommes sur ce chapitre, dites-moi de grâce, depuis que vous êtes dans cet âge où le sang coulant dans les veines avec moins d'impétuosité nous rend moins susceptibles de désir, avez-vous encore ces mouvements affreux? Ils sont beaucoup moins fréquents, repartit-elle, mais j'y suis encore sujette. Je suis aussi dans le même cas, répondit-il en soupirant. Mais nous sommes folles de parler comme nous faisons, dit Almaïd en rougissant, et cette conversation n'est pas faite pour nous. Je doute, toute réflexion faite, que nous devions beaucoup la craindre, répondit Moclès en souriant d'un air vain. Il est bon de se défier de soi-même, mais ce serait aussi avoir trop mauvaise opinion de nous que de nous croire si susceptibles. Je conviens que le sujet que nous traitons ramène nécessairement à de certaines idées, mais il est bien différent de le discuter dans la vue de s'éclairer ou dans celle de se séduire, et nous pouvons, je crois, sans nous tromper, nous répondre que de nos motifs et nous reposer sur eux, de notre tranquillité. Il ne faut pas d'ailleurs que vous croyiez que ces sortes d'objets si dangereux pour les gens qui vivent dans le désordre puissent faire la même impression sur nous. Par eux-mêmes ils ne sont rien. Des personnes de la vertu la plus pure sont quelquefois forcées de s'y arrêter, sans que la discussion la plus exacte de ces matières prenne sur l'innocence de leurs mœurs. Tout est mal et corruption pour les cœurs corrompus, comme les choses qui paraissent le plus contraires à la sagesse sont sans pouvoir sur eux qui ne cherchent point à s'y complaire. Cela n'est pas douteux puisque vous le croyez, répondit-elle, et je n'ai garde de me faire des scrupules quand il vous paraît que je n'en dois pas avoir. Vous ne devineriez jamais, lui dit-il, la curiosité qui m'occupe. Je n'ose vous la découvrir parce que je la crois indiscrète, et je ne puis cependant y résister. Je voudrais savoir si jamais on ne vous a fait de propositions d'un certain genre, si jamais, enfin, pour vous montrer ma curiosité tout entière, vous n'avez essuyé les transports d'aucun homme, soit volontairement, soit malgré vous. À cette question qu'Almaïd n'avait pas prévue, elle demeura étonnée, rougit, et parut rêver. Enfin, prenant son parti, « Mais oui, répondit-elle avec embarras, et puisque vous voulez le savoir, je vous avouerai naturellement qu'un jour, un jeune étourdi qui, car je ne veux rien vous dissimuler, malgré mon aversion pour les hommes me paraissait assez aimable, me trouvant seul, me dit de ces galanteries que les hommes croient nous devoir, quand nous ne sommes pas encore parvenus à cet âge heureux qui ne leur inspire pour nous que du respect ou que nous sommes assez à plaindre pour avoir une figure qui nous expose à leurs désirs. Nous étions seuls, je lui répondis selon les principes que je m'étais faits. Loin que ma réponse lui imposât, il crut que je cherchais moins à lui dérober sa conquête qu'à la lui faire valoir. Il osa même m'assurer que je l'aimerais. Vous imaginez bien que je lui soutins fortement le contraire. Je ne sais avec quelle femme vivait ordinairement cette étourdie, mais assurément elle ne l'avait pas accoutumée au respect. Il s'approcha de moi et me prenant brusquement entre ses bras, il me renversa sur un sofa. Dispensez-moi de grâce du reste d'un récit qui blesserait ma pudeur et qui, peut-être, troublerait encore mes sens. Qu'il vous suffise de savoir... Non, interrompit vivement Moclès, vous me direz tout. C'est moins, je le vois, et ne le vois pas sans frémir pour vous, la crainte d'émouvoir vos sens ou de blesser la pudeur qui vous ferme la bouche, que la honte d'avouer que vous avez été trop sensible, et ce motif, loin d'être louable, ne saurait être trop blâmé. Je crois même, devoir ajouter à ce que je vous dis, que s'il est vrai que vous craignez que le récit que j'exige de vous ne vous jette dans une émotion dangereuse, vous ne pouvez le supprimer, ou l'adoucir sans être coupable. N'est-il donc pour vous d'aucune conséquence d'ignorer ce que peuvent sur vous de certaines idées? Oserez-vous compter sur vous-même quand vous ne vous serez pas éprouvé? Ainsi donc, ménageant toujours votre âme, vous ignorez toujours quelles sont ses forces. Almaïd, croyez-moi, l'on ne craint jamais assez un danger que l'on ne connaît pas, et l'on ne tombe ordinairement que pour avoir trop compté sur soi-même. Vous ne pouvez donc peser trop sur toutes les circonstances de votre histoire, ce n'est que par les faits qu'elles feront aujourd'hui sur vous que vous pourrez apprendre que jusqu'où vont les progrès que vous avez faits dans le chemin de la vertu, ou ce qui est encore plus essentiel, ce qu'il vous reste encore à détruire pour parvenir à cette aversion totale des plaisirs qui, seul fait les vertueux. Ce conseil me surprit dans la bouche de Moclès. Je lui connaissais de la droiture et des lumières, et je ne concevais pas ce qui, dans cet instant, le faisait raisonner d'une façon si contraire à ses principes. « Quoi » me dis-je avec étonnement. « C'est Moclès, ce sage Moclès qui conseille à Almaïd de peser sur des détails qui peuvent blesser la pudeur et porter à la corruption. » L'envie que j'avais de m'éclaircir des motifs de Moclès me le fit regarder avec attention, et je lui trouvai tant d'égarements dans les yeux que je commençai à croire que je pourrais bien trouver ma délivrance dans le lieu du monde où j'aurais le moins osé l'attendre. Pendant que je fondais de si douces espérances, autant sur l'idée que j'avais de la vertu d'Almaïd
et de Moclès que sur le trouble où tous deux commençaient à se mettre, Almaïd continua son histoire. Et c'est la fin du chapitre 8, chers amis. Nous passons à la dernière pause de ce soir. Je m'empresse de boire un coup parce que là c'est sportif quand même. Là c'est assez sportif, c'est des longs chapitres. Enfin, longs chapitres. J'ai déjà fait pire en live en vrai, mais disons que ça fait longtemps que j'ai pas lu autant d'un seul coup. Aussi longtemps d'un seul coup. D'ailleurs, je ne m'explique pas comment à l'époque je faisais des lives de 2h30. Je ne comprends pas comment je faisais. Peut-être que l'expérience se réitérera un jour que je lirai un long roman. Pour avancer dans la lecture, peut-être que je ferai des longs lives. Mais c'est vrai que là, je ne comprends pas comment je faisais pour lire à ce point parce que j'ai l'impression de ne pas avoir les forces dans les cordes vocales, dans la gorge et tout. C'est assez éprouvant. J'ai eu un chouïa plus de mal à lire ce chapitre parce que les phrases étaient un chouïa plus alambiquées. J'espère malgré tout que c'est resté assez fluide, agréable et compréhensible pour vous. Chapitre vachement intéressant je trouve, puisque du coup, Amanzei s'est vachement plus effacé là-dessus. C'est pour ça que j'ai commencé à faire un chouïa plus les voix des personnages dans le dialogue, dans la narration. C'est-à-dire que j'ai fait un chouïa plus les voix alors attendez, les prénoms de Almaïd et de Moclès pour espérer vous rendre mieux compte de qui était en train de parler et que peut-être vous compreniez un petit peu mieux le dialogue. Mais c'est vrai que ça devient plus compliqué à suivre pour moi aussi parce que, comme je l'avais déjà dit précédemment, la particularité de cette œuvre aussi, c'est que l'édition essaie de garder la même édition que l'original, ce qui fait qu'il n'y a pas de ponctuation de dialogue, il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de tirés, il n'y a même pas de retour à la ligne, ce qui fait que vraiment les phrases se suivent, ce qui fait d'ailleurs des grosses pages bien remplies. Et voilà, ce qui explique aussi parfois que j'ai un peu du mal à voir quand ça passe de Moclès à Almaïd et inversement, ou même du Sultan à Manzai par exemple. Donc j'espère que malgré tout ça, ça reste assez limpide, assez clair. Mais j'ai trouvé le chapitre vachement intéressant pour le coup parce que déjà on a eu cette petite explication d'Amanzai rapidement pour nous dire qu'il commençait à désespérer, qu'il se sentait entièrement entouré de vices et qu'il avait l'impression que personne, aucun amant ne s'ébattrait jamais sur lui et ne le délivrerait parce que tout le monde est tellement plein de vices que tout le monde fait des infidélités, tout ça, enfin bref. C'est marrant de dépeindre les relations humaines comme ça déjà, en disant que il a l'impression qu'il n'y a aucune relation sans vice et qu'il désespère un peu de cela. Il y a eu encore le petit passage du sultan qui dit oh mais je m'en fous de la morale, passez à autre chose, etc. Et Amanzai qui continue, comme chez Razad dans les Mille et Une Nuits, hein, qui continue son histoire, mais qui continue en fait à mener la barque. En vérité, c'est pas du tout le sultan qui mène la barque, c'est Amanzai qui ne devait raconter qu'une histoire et qui en est déjà à sa 3e ou 4e, qui ne doit pas parler de morale, mais qui clairement glisse plein de messages au détour de plein de phrases. Et enfin, la relation Almaïd et Moclès, je la trouve assez intéressante aussi, parce que du coup, on est dans le cas de deux personnes qui ne veulent pas avoir de vice. Et c'est intéressant d'avoir des personnes comme ça. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens comme ça dans la vraie vie en vrai. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression d'en rencontrer beaucoup. J'ai l'impression d'être un peu comme ça. Mais qui se pose beaucoup la question de est-ce que ce que je fais est bien, est-ce que ce que je fais est mal, à quel point je vais dans la vie, dans le vice, dans la tentation, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, etc. Et qui se font une forte vertu de ne tomber jamais dans le vice. Alors après, c'est marrant qu'ils voient
quelque part, on a l'impression que l'amour est forcément teinté de vice dans le texte de Crébillon, j'ai l'impression. Donc c'est assez étrange aussi. Je vois pas pourquoi l'amour serait forcément un vice. Même si je comprends le côté passion et que voilà, ça a quelque chose de dévorant, ça a quelque chose en effet de l'ordre de la tentation. Je comprends assez bien cette image pour le coup. Et c'est marrant parce que, comme le disait Amanzei, c'est un peu illusoire et même s'il s'en étonne à la fin, moi je trouve ça pas du tout étonnant alors que Moclès réclame à Almaïd, je me rappelle plus, Almaïd, que Moclès réclame à Almaïd des détails croustillants parce que bah il me semble que dans la vraie vie c'est un peu ça aussi. Hein. Il me semble que comme ils le disent Moclès et Almaïd, c'est impossible de ne pas être frappé de tentation en fait. Et pour moi, je suis tout à fait d'accord avec Moclès sur ce point pour le coup. Je trouve que ce qui fait une bonne personne, et c'est marrant parce que j'en parlais il y a pas longtemps en plus avec plusieurs personnes, pour moi ce qui fait une bonne personne, c'est pas tellement son... Alors, ça va être dur à expliquer. C'est pas tellement ses réactions, ses sentiments, etc. Mais ça va être plus... Même ses pensées, parce que tout ça c'est de l'immédiat, entre guillemets. Ça va être comment il réagit à ses réactions, à ses pensées, etc. etc. C'est genre, on a tous des tentations, on a tous des choses, je sais pas. Je vais prendre un exemple très très grossier, mais pour être bien clair dans ce que je veux communiquer comme idée et qui a été communiqué à peu près par Moclès et Almaïd. Par exemple, je vais prendre un exemple de couple comme ça reste dans le thème. Par exemple, une personne qui n'aurait absolument pas envie de faire quelqu'un cocu et qui vraiment respecterait totalement le couple, la fidélité et qui sera en mode je désire une femme à fond mais je veux pas rendre son mari cocu, jamais je ferais ça, nanana. Et ben parfois il pourrait très bien avoir l'envie quand même et se dire putain j'ai vraiment envie de sortir avec cette femme, j'ai vraiment envie de passer à l'acte avec cette femme, bref. Et c'est pas parce qu'il se dit ça, c'est pas parce qu'il a la tentation de ça qu'il va forcément le faire, parce qu'après il l'intellectualise. Et pour moi, c'est à ce niveau-là qu'on voit les gens bien et les gens pas bien. C'est la manière dont tu gères en fait tes tentations, tes sentiments, tes pensées, tes réactions, etc. Pour voilà les intellectualiser, les raisonner et les rendre entre guillemets opérants et efficace entre guillemets et bon avec ce que tu penses être bon dans la vraie vie. Je sais pas si je suis ultra clair, mais j'ai l'impression que du coup c'est un peu le message de Moclès et d'Almaïd. Et c'est un message qui me parle pas mal. Parce que ouais, c'est des discours que j'ai moi-même beaucoup. Donc c'est des discours que j'ai moi-même beaucoup dans la vraie vie. Mais du coup, ce qui est drôle, parce que malgré tout, il reste toujours un petit soupçon d'humour, de légèreté au-dessus de ce texte, au-dessus du sofa. Ce qui est drôle, c'est que du coup, Moclès et Almaïd, qui se voient comme des modèles de vertu, comme des parangons de vertu, et ben en fait, au final, dès qu'ils ont l'occasion, voilà, là ils se sont trouvés ensemble, du coup ils se sentent en confiance et ils se disent bah, qu'ils vont pas se juger l'un l'autre, vu que tous deux voient la vertu de la même manière. Et ben voilà, direct, ça fleurit dans leur tête qu'il y a l'occasion de peut-être prendre un petit peu de malice, un petit peu de vice, et Moclès qui dit oh mais si, racontez-moi tout, comme ça vous savez jusqu'à où vous pouvez aller, jusqu'à où vous avez fait des progrès dans votre gestion du vice, etc. C'est clairement pas du tout ça, c'est clairement juste une excuse parce que lui il veut du vice et qu'il veut entendre du vice. Et on a clairement l'impression que Almaïd et Moclès sont en train de se dragouiller, voire de se draguer très franchement de plus en plus, et que tout ce qu'ils non, je trouve plus le terme. Tout ce qu'ils condamnent, entre guillemets, c'est pas le terme que je cherchais, mais bref. Tout ce qu'ils condamnent, bah, au final, ils le font. Ils le font. Et je pense vraiment qu'il y a un truc comme ça aussi. C'est impossible d'être 100% impeccable dans sa life. Il y a toujours des moments où
il y a un truc qu'on sait qu'on ne devrait pas faire, ou voilà, ou que ça sera un plaisir bref, mais que en vrai sur le long terme ça va pas nous profiter, ça va pas dans le bon sens, c'est pas ce qu'il faut faire et tout, mais qu'on craque ou voilà qu'on a cette malice d'entendre le vice de quelqu'un d'autre pour s'en nourrir et voilà. Voilà, je trouve que c'est très bien vu ce genre de texte et je trouve ça vraiment cool que à chaque fois tous les couples que décrit Amanzai sont vraiment des personnes et des couples très différents et qui ne sont pas dans les mêmes comment dire, qui ne sont pas dans les mêmes postulats de base, même si à la fin ils finissent souvent tous de la même manière, mais voilà, qu'ils soient pas dans les mêmes postulats, qu'ils aient des manières vraiment différentes de penser, etc. Et là, en l'occurrence, l'idée d'un couple sulfureux qui se voudrait vertueux et voilà, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qu'on a vu très souvent en littérature. En tout cas, pas décrit de cette manière, je trouve. Et ouais, je trouve ça assez intéressant ce point de vue. J'ai trouvé ça vachement sympa. Bon, j'essaie de me remettre bien pour la dernière partie de lecture de ce soir parce que je crois que je vais avoir un peu du mal. Je crois que je sens petit à petit mes forces me quitter. D'ailleurs, je sens qu'il fait vraiment de plus en plus froid et je pense que c'est aussi le froid qui petit à petit m'assèche la gorge. Donc, les 13 lives du 1er au 13 décembre, je sens que ça va être un pur plaisir dans le froid. Bref, on essaiera de faire notre mieux et de ne pas fatiguer trop notre voix pour que les lives restent qualitatifs. Sur ce, j'entame le chapitre 9 qui, cette fois-ci, a un titre. Ça y est, les titres rigolos reviennent. Et je vous souhaite une bonne écoute. Je vous dis à tout à l'heure pour l'outro du live. Bonne écoute, chat, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure. Chapitre 9, où l'on trouvera une grande question à décider. Je vous obéirai aveuglément, répondit Almaïd à Moclès. Vous venez de me faire sentir que la vanité seule me fermait la bouche, et je vais m'en punir, en vous confiant sans déguisement les circonstances de mon aventure qui me mortifient le plus. Je vous ai dit, ce me semble, que ce jeune homme dont je vous parlais m'avait renversé sur un sofa. Je n'étais pas encore revenu de mon étonnement qu'il s'y précipita sur moi. Quoique l'excès de ma surprise me permît à peine de lui exprimer ma colère, il la lut aisément dans mes yeux, et voulant se précautionner contre mes cris, il parvint, malgré ma résistance, à me fermer la bouche avec le baiser le plus insolent. Il me serait impossible de vous dire combien d'abord j'en fus révolté. Je l'avouerai pourtant, mon indignation ne fut pas longue. La nature qui me trahissait me porta bientôt ce baiser dans le fond du cœur. Il se mêla tout d'un coup à ma colère, des mouvements qui ne la laissèrent plus agir qu'avec faiblesse. Tous mes sens se soulevèrent, un feu inconnu se glissa dans toutes mes veines. Je ne sais quel plaisir qui, en le détestant, m'entraînait, remplit insensiblement toute mon âme. Mes cris se convertirent en soupirs, et emportés par des mouvements auxquels, malgré ma colère et ma douleur, je ne pouvais plus résister, en gémissant de l'état où je me voyais, je n'avais plus la force de me défendre. « Voilà, s'écria Moclès, une terrible situation. Eh bien, continua-t-il en la regardant avec des yeux enflammés. Que vous dirais-je, reprit-elle. Quand je le pouvais, je lui faisais des reproches, mais c'était machinalement. Je crois que je lui parlais, que je le traitais avec tout le mépris qu'il méritait. Je dis que je le crois, car je n'oserais l'assurer. À mesure que ce trouble cruel augmentait, je sentais expirer mes forces et ma fureur. Une confusion singulière régnait dans toutes mes idées. Je ne m'étais pourtant pas encore rendu, mais quelle résistance, qu'elle était faible, et que toute faible qu'elle était, elle me coûtait encore. Je ne me rappelle Moclès ce souvenir qu'avec horreur, et la honte qu'il me cause me le rend aussi présent que si je gémissais encore entre les bras de cet audacieux. Quel moment pour ma vertu! Ah, Moclès! Comment, sentant tout le prix de cette innocence que l'on cherchait à me ravir, ne craignant rien tant même au milieu du désordre auquel j'étais livré, que le malheur de la perdre, trouvais-je tant de douceur dans cette volupté qui s'était emparée de moi? Comment des craintes si vives ne m'arrachaient-elles pas au plaisir, ou pourquoi les plaisirs laissaient-ils encore sur mon cœur tant d'empire à la vertu? Je souhaitais, mais avec quels efforts, combien ne souffrais-je pas à le souhaiter, que l'on vînt m'arracher au sort qui me menaçait. En même temps que je formais cette idée, un mouvement contraire qui agissait sur moi avec la dernière violence, et qui cependant me déplaisait moins que le premier, me faisait désirer vivement que rien ne s'opposât à ma défaite. En rougissant de ce que je sentais, je brûlais d'en sentir davantage. Sans imaginer de nouveaux plaisirs, j'en souhaitais. L'ardeur qui me dévorait commençait à devenir un supplice pour moi,
et à fatiguer mes sens. Quelle que fût l'ivresse dans laquelle j'étais plongé, je n'avais pas encore pu parvenir à étouffer cette voix importune qui criait au fond de mon cœur, et qui, n'ayant pu m'arracher à ma faiblesse, continuait de me la reprocher, lorsque ce jeune homme, remarquant sans doute l'impression qu'il faisait sur moi, poussa enfin jusqu'au bout les outrages qu'il me faisait. Mais comment pourrais-je vous exprimer ce dont je rougis encore? Occupé uniquement autant que mon trouble me le permettait à me défendre de ces baisers dont il m'accablait sans cesse, je n'avais point pris d'ailleurs de précautions contre lui. Malgré le cruel état où j'étais, cette nouvelle insulte réveilla ma fureur. Hélas, ce ne fut pas pour longtemps. Je sentis bientôt augmenter mon désordre, jusqu'aux efforts que je faisais pour échapper à cet audacieux, ou pour le déroger du moins, tout y contribuait, tout achevait de me séduire. Perdu enfin dans des transports inexprimables, dans un ravissement dont il me serait impossible de vous donner l'idée, je tombai sans force et sans mouvement entre les bras du cruel qui me faisait de si sanglants affronts. Quel état! S'écria Moclès, et que j'en crains les suites. Elles ne furent cependant pas telles que vous les imaginez, répondit Almaïd. Au milieu d'une situation dont j'avais d'autant plus à craindre que je n'en craignais plus rien, je ne sais pourquoi mon ennemi suspendit tout un coup sa fureur et ses entreprises. Par un prodige que je n'ai jamais pu concevoir et que vous ne croirez peut-être pas, tant il est extraordinaire, dans l'instant où je n'avais plus rien à lui opposer et où lui-même paraissait au comble de l'égarement, ses yeux, dont je ne pouvais soutenir l'éclat et l'expression, changèrent. Une sorte de langueur qui vint y régner en bannit la fureur. Il chancela, et en me pressant dans ses bras avec plus de tendresse et moins de violence qu'auparavant, il devint, juste punition des maux qu'il m'avait faits, aussi faible que je l'étais moi-même. En ce moment, mon trouble commençait à se dissiper, et je fus assez heureuse pour pouvoir jouir de toute l'humiliation de mon ennemi. Après l'avoir considéré avec tout le plaisir possible, et remercié intérieurement Brahma de la protection visible qu'il m'avait accordée, je me relevai avec violence. À mesure que mes sens se calmaient, et que mes idées devenaient plus claires, je sentais plus vivement ma honte. 20 fois j'ouvris la bouche pour charger ce jeune téméraire des reproches qu'il méritait, mais cette confusion secrète dont j'étais accablé me la ferma toujours, et après l'avoir regardé avec toute l'indignation que méritait l'insolence de son procédé, je le quittai brusquement. J'aimais mieux, à vous dire vrai, garder le silence que d'entrer dans des détails qui m'auraient fait rougir, et que la faiblesse dont je venais d'être capable me faisait craindre. Voilà, poursuivit-elle, la seule fois que je me sois trouvé dans ce danger, que j'avais toujours craint avant que de le connaître, et que je n'ai connu que pour l'éviter avec plus de soin que jamais. Je me crus même d'autant plus obligé à le fuir que je ne doutais pas au mouvement que j'avais éprouvé, que je n'eusse plus de penchant à l'amour que je ne l'avais cru. Vous voyez bien, dit alors Moclès, qu'il est important d'essayer son âme. Mais à propos, comment va la vôtre? Ce récit a-t-elle fait sur vous les impressions que vous craigniez? Mais enfin, répondit-elle en rougissant, elle n'est pas aussi tranquille qu'elle l'était. De sorte, reprit-il, que si actuellement vous trouviez un téméraire, vous ne laisseriez pas d'en être un peu embarrassé. Ah, ne me parlez plus de cela, s'écria-t-elle, ce serait le plus cruel malheur qui pût m'arriver. Oui, répondit-il avec distraction, cela se conçoit aisément. En achevant ces paroles, il tomba dans la rêverie la plus profonde. De temps en temps, il regardait Almaïd d'un air interdit, et avec des yeux qui peignaient ses désirs et son irrésolution. L'aveu qu'Almaïd venait de lui faire de son trouble l'encourageait, mais son inexpérience ne lui permettant pas de savoir le mettre à profit, peu s'en fallait qu'il ne lui devint inutile. La façon dont il devait s'y prendre pour achever de séduire Almaïd n'était pas la seule chose à laquelle il rêva. Retenu par le souvenir de ce qu'il avait été, tyrannisé par l'idée des plaisirs, séduit cessant de l'être, je le voyais tour à tour prêt à fuir ou à tout tenter. Pendant qu'il éprouvait tant de combats, Almaïd n'était pas dans un état plus tranquille. Le récit que Moclès lui avait demandé avait produit tout ce qu'elle en avait craint. Ses yeux s'étaient animés, une rougeur différente de celle que la pudeur fait naître. Des soupirs entrecoupés, de l'inquiétude, de la langueur, tout m'apprit mieux qu'elle ne le savait elle-même la force de l'égarement dans lequel elle était plongée. J'attendais avec impatience ce que deviendrait la situation où deux personnes si sages s'étaient si imprudemment engagées. Je craignis même quelque temps qu'ils ne sentissent l'erreur où leur trop grande sécurité les avait entraînés, et que dans des cœurs accoutumés à la vertu, elle ne fit pas tout le progrès que mon état et les promesses de Brahma me forçaient de souhaiter. Je crus voir enfin au regard d'Almaïd et de Moclès, qui, de moment en moment, devenaient moins timides, et se chargeaient de plus de volupté, que c'était moins la crainte de succomber qui les retenait, que l'embarras d'amener leur chute. Tous deux étaient également tentés, tous deux me semblaient avoir le même désir et le même besoin de connaître. Cette situation pour deux personnes qui auraient eu un peu d'usage du monde
n'aurait pas été embarrassante, mais Almaïd et Moclès, loin de savoir l'art de s'aider mutuellement, n'osaient ni se confier à leur état, ni se marquer autrement que par des regards, encore mal assurés, le feu dont ils se sentaient brûler. Quand même ils se seraient crus l'un à l'autre, les mêmes idées, savaient-ils à quel point ils étaient séduits tous deux? Quelle honte ne serait-ce pas pour celui qui parlerait le premier, s'il trouvait dans le cœur de l'autre quelque reste de vertu, et comment pouvoir s'éclaircir quand tous deux avaient tant de raisons de ne pas rompre le silence? En supposant à Almaïde plus de faiblesse encore qu'à Moclès, elle n'en était pas moins forcée de l'attendre. À cette sagesse dont elle avait toujours fait profession, se joignaient la pudeur et les bienséances de son sexe, qui ne lui permettaient pas de déclarer ses désirs, et quoique pour toutes les femmes cette loi ne soit pas inviolable, Almaïde, ou tout à fait neuve, ou peu faite à la galanterie, craignait le mépris si justement attaché à une démarche de cette nature. D'ailleurs, savait-elle comment Moclès la prendrait? Peut-être si elle eût été sûre qu'en la méprisant il eût voulu céder, se serait-elle étourdie là-dessus, mais s'il s'en tenait simplement au mépris. Après qu'ils eurent agité quelque temps en eux-mêmes de quelle manière ils pourraient se parler sans s'exposer à la honte de ne pas réussir, Moclès, de qui un aveu formel de ses sentiments aurait trop blessé l'orgueil et l'état, crut qu'il ne pouvait mieux réussir que par le sophisme. Supposez cependant que le choix des moyens dépendit encore de l'examen qu'en pouvait faire sa raison, et qu'il ne cherchât pas encore plus à s'éblouir lui-même ou à sauver sa gloire en cas que l'épreuve qu'il allait tenter ne lui réussit point qu'à tromper Almaïde. Heureux s'il eût voulu employer pour se défendre seulement la moitié de l'art qu'il mit à achever de se séduire, ou à se justifier sa séduction. « Oh, parbleu !» dit alors le sultan. « On peut dire que s'il s'y prend mal, ce ne sera pas faute d'y avoir beaucoup rêvé. » « Mais, dit la sultane, je ne sais pas pourquoi vous êtes si étonné qu'il ait fait tant de réflexions. Il me semble que la situation où il se trouvait exigeait qu'il en fît quelques-unes. »« Quelques-unes passent, répondit Shabam, et c'est précisément parce qu'il n'en fallait que quelques-unes qu'il n'avait pas besoin d'en faire tant. Il fallait que ces gens-là fussent terriblement tentés pour ne pas rentrer en eux-mêmes avec le temps qu'ils se donnaient pour cela. »« Vous avez risqué de faire une remarque judicieuse, reprit la sultane. »« Vous avez risqué, dit Shabam. Oserais-je bien vous demander ce que cela veut dire? Vous avez de petites façons de parler, aussi peu respectueuses que j'en connaisse, et dont il n'y a peut-être pas au monde de sultan qui voulut s'accommoder. Mais je veux dire, répondit la sultane, qu'elle porte à faux. Pardon, je pense que la dernière phrase c'est la sultane. Vous avez de petites façons de parler, aussi peu respectueuses que j'en connaisse, et dont il n'y a peut-être pas au monde de sultan qui voulut s'accommoder. Mais je veux dire, répondit la sultane, qu'elle porte à faux. Toutes ces idées tumultueuses qui occupaient Almaïd et Moclès se succédaient avec une extrême promptitude, et si vous voulez bien y penser, vous verriez que ce qu'Amanzaï nous a dit qu'en un quart d'heure ne dut pas suspendre 2 minutes leur résolution. « Eh bien, répliqua le sultan, l'enquêteur est... Pardon. Eh bien, répliqua le sultan, le conteur est donc une bête, s'il emploie tant de temps à rendre ce que les gens dont il parle pensèrent avec tant de promptitude. »« Je voudrais bien, reprit-elle, que vous fussiez obligé de nous en peindre autant. J'ai mes raisons pour croire que je m'en acquitterai fort bien, repartit-il. Mais je ferais encore mieux que tout cela, car ce que je trouverais si difficile à dire, je ne me ferais point du tout de peine de le passer. Les idées dans lesquelles Moclès était absorbé, ses désirs, les efforts qu'il faisait pour les éteindre, le plaisir avec lequel il s'y livrait, lui donnaient un air si sérieux et si occupé, qu'Almaïd, enfin, jugea à propos de lui demander ce qu'il avait pour garder si longtemps le silence. « Je crains, ajouta-t-elle, que vous ne vous fassiez des idées noires. »« Vous avez raison, répondit-il, et c'est le récit que vous venez de me faire qui me les a fait naître. » Almaïd parut étonné de ce qu'il lui disait. « N'en soyez pas surprise, continua-t-il, et ne soyez pas plus choquée de ce que je vais vous dire, tout extraordinaire qu'il sera dans ma bouche. Je suis désolé que ce jeune téméraire qui vous ménagea si peu n'ait pas eu le temps d'achever son crime. »« Ah, Moclès, s'écria-t-elle, et pourquoi ? » ?»« Parce que, répondit-il, vous seriez en état de calmer des doutes qui me tourmentent depuis longtemps, que vous venez de me rendre dans toute leur force, et que notre inexpérience réciproque laissera toujours subsister, puisque vous ne pourriez point répondre à mes questions, et qu'il serait trop dangereux pour moi d'interroger sur ce qui m'agite une autre personne que vous. Ma curiosité roule sur des choses d'une nature si étrange pour un homme de mon caractère et de ma profession, qu'à moins de me connaître comme vous faites, on ne manquerait pas de l'attribuer à un motif qui ne me ferait pas honneur. « Il est certain, répondit-elle, que vous pouvez tout me dire sans rien risquer. »« C'est cela même, reprit-il, qui me ferait presque désirer que vous fussiez plus instruite. Car ayant en moi autant de confiance que j'en ai en vous, sûrement vous ne me cacheriez rien,
Quand j'aurais pu douter de votre amitié et de la façon dont vous comptez sur ma discrétion, la vérité avec laquelle vous venez de me confier jusque à vos plus intimes mouvements m'en aurait convaincu. Sachons toujours ce qui vous occupe, répliqua-t-elle. Peut-être à force de raisonner viendrons-nous à bout. Oh non, interrompit-il, vous ne pourriez me donner que des conjectures, et ce qui m'occupe est d'une nature à exiger la plus parfaite certitude. Sans vous inquiéter davantage, je vais vous dire ce que c'est, et vous jugerez s'il doit m'être indifférent, pensant comme je fais, d'être sur un pareil article dans une si profonde ignorance. D'ailleurs, votre intérêt s'y trouve joint au mien, puisqu'il n'est pas possible que, vertueuse comme vous êtes, vous ne soyez pas tourmentée des mêmes idées que moi. Vous m'effrayez, lui dit Almaïd. Parlez, je vous en conjure. Eh bien, lui dit-il, je pense qu'il est possible que nous ayons fort peu de mérite à ne nous être jamais écartés de nos devoirs. Cela se pourrait-il, s'écria-t-elle, et d'un air assez fâché de ce que la conversation prenait d'un tour si sérieux. Sans doute, reprit-il, et je vais vous en convaincre. Vous n'avez, vous, jamais éprouvé les douceurs de l'amour, car quelque chose que vous en puissiez croire, il n'est pas douteux que ce qui vous est arrivé avec ce jeune homme ne vous en a donné qu'une idée fort imparfaite. Moi je l'ai toujours fui. Est-ce là de quoi nous croire si parfaits? Mais direz-vous, nous avons eu des désirs et nous en avons triomphé. Est-ce donc une si grande victoire que celle-là? Savions-nous ce que nous désirions? Sommes nous-mêmes bien sûrs d'avoir eu des désirs? Non, notre orgueil nous a trompés. Ce que nous avons pris pour les désirs les plus ardents était sans doute de bien légères tentations. Ce n'est peut-être que par ignorance que nous nous y sommes mépris, plutôt ciel, mais s'il est vrai, comme je le crains bien, que la seule envie de nous exagérer nos triomphes ou de croire seulement que nous en remportions nous est trompés là-dessus, dans quelle coupable erreur n'avons-nous pas vécu? Nous nous sommes flattés d'être vertueux, pendant que nous étions peut-être plus imparfaits que ceux que nous osions blâmer, et que notre vanité nous donnait même un vice de plus qu'à eux. Cela est vrai, dit Almaïd. Vous venez de faire là une affligeante réflexion. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle me tourmente, répliqua-t-il d'un air triste, et d'autant plus que pour me guérir de mes doutes, je ne vois qu'un moyen qui, tout simple qu'il est, ne laisse pas d'être dangereux. Voyons toujours, lui demanda-t-elle, comme je suis précisément dans le même cas que vous, j'ai l'intérêt du monde, le plus pressant à savoir ce que vous avez pensé. Il faut vous connaître comme je fais, répondit-il, pour ne pas craindre de vous le dire. Nous nous croyons vertueux, vous et moi, mais comme je vous le disais tout à l'heure, nous savons réellement ce qui en est, et vous n'en allez plus douter. En quoi consiste la vertu? Dans la privation absolue des choses qui flattent le plus les sens? Qui peut savoir quelle est la chose qui les flatte le plus? Celui-là seul qui a joui de toutes. Si la jouissance du plaisir peut seul apprendre à le connaître, celui qui ne l'a Si la jouissance du plaisir peut seul apprendre à le connaître, celui qui ne l'a point éprouvé ne le connaît pas. Que peut-il donc sacrifier? Rien, une chimère, car quel autre nom donner à des désirs qui ne portent que sur une chose qu'on ignore? Et si, comme cela est décidé, la difficulté du sacrifice en fait seul tout le prix, quel mérite peut avoir celui qui ne sacrifie qu'une idée? Mais après s'être livré au plaisir, et s'y être trouvé sensible, y renoncer, s'immoler soi-même, voilà la grande, la seule, la vraie vertu, et celle que ni vous ni moi ne pouvons nous flatter d'avoir. Je ne le vois que trop, dit Almaïd. Il est certain que nous ne pouvons pas nous en flatter. Nous nous en sommes flattés pourtant, répondit vivement Moclès, qui craignait qu'en laissant à Almaïd le temps de la réflexion, elle ne sentît combien les raisonnements qu'il employait étaient faux. Nous avons osé le croire, et de ce moment nous voilà coupables d'orgueil. Je suis bien aise, continua-t-il, et je vous loue sincèrement de ce que vous sentez que tant qu'on ne s'est point mis à portée de pouvoir faire une comparaison exacte du vice et de la vertu, l'on ne peut avoir sur l'un et sur l'autre que des idées fausses. D'ailleurs, car ce mal tout grand qu'il est n'est pas le seul, on est sans cesse tourmenté du désir d'apprendre ce que l'on s'obstine à ignorer. L'âme exercée malgré elle-même par ce mouvement de curiosité en a sûrement plus de négligence sur ses devoirs. En proie à des distractions fréquentes, elle perd à raisonner, à entrevoir, à suivre, à détailler, à approfondir ce qu'elle a conçu, le temps que, sans cette tourmente idée qui l'obsède toujours, elle donnerait uniquement à la pratique de la vertu. Si elle savait à quoi s'en tenir sur ce qu'elle souhaite de connaître, elle serait plus tranquille. Plus tranquille, elle serait plus parfaite. Il faut donc connaître le vice, soit pour être moins troublé dans l'exercice de la vertu, soit pour être sûr de la sienne. Quoique Almaïd fût dans une situation à ne pouvoir guère saisir que ce qui, en lui démontrant la nécessité du plaisir, la délivrerait de la crainte des remords, ce sophisme la fit frissonner. Elle demeura quelques moments interdite, mais l'envie qu'elle avait de s'éclairer sur la volupté ou de s'y perdre encore, l'emportant sur sa terreur, elle me parut enfin plus surprise qu'effrayée de ce qu'elle venait d'entendre.
Vous croyez donc, lui demanda-t-elle d'une voix tremblante, que nous en serions plus parfaits? Mais vraiment, répliqua-t-il, je n'en doute pas, car considérez de grâce la position où nous sommes, et jugez qu'il en est de plus horrible. Je ne le vois que trop, dit-elle. Elle est réellement épouvantable. Premièrement, continua-t-il, nous ne savons pas si nous sommes vertueux. État triste pour des gens qui pensent comme nous. Ce doute, tout cruel qu'il est, n'est pas le seul malheur qu'entraîne notre situation. Il n'est que trop certain que, comptant de la privation que nous nous sommes imposée, il y a 1000 choses plus essentielles peut-être sur lesquelles nous nous sommes crus dispensés de nous observer. Par conséquent, à l'ombre d'une vertu qui pourrait bien n'être qu'imaginaire, nous avons commis des crimes réels, ou, ce qui, sans être de la même importance, a cependant des inconvénients considérables, nous avons négligé de faire de bonnes actions. Enfin, en nous supposant tels que nous nous sommes crus jusqu'ici, je me défierais encore d'une vertu que nous avons choisie, et je n'imaginerais pas qu'il y eût un grand mérite à l'avoir. Mettez différents fardeaux au choix d'un homme, il n'est pas douteux que ce sera du plus léger qu'il se chargera. Je vous entends, dit-elle en soupirant. Vous voulez dire que nous avons fait de même. À combien de scrupules ne me livrez-vous pas, continua-t-elle en baissant les yeux, et comment n'en être pas tourmenté, quand le seul moyen que l'on ait pour s'en délivrer en fait lui-même, n'être temps. Ce moyen, reprit-il vivement, est dans le fond moins à craindre qu'il ne le paraît. Je suppose, et plutôt ciel que je ne supposasse rien, que fatigués de notre incertitude, sentant enfin qu'il est de notre devoir de nous en tirer, nous voulons connaître le plaisir et juger de ses charmes par nous-mêmes. Quel serait le danger de cette épreuve? De ne pouvoir pas nous y arracher, quand une fois nous l'aurions connu? Pour des âmes un peu faibles, j'avoue que cela serait à risquer, mais il me semble que sans trop de présomption, nous pouvons un peu compter sur nous-mêmes. Si comme, à ne vous rien cacher, je le présume, ce plaisir est moins séduisant qu'on ne le dit, ce ne sera pas la peine de nous livrer à des choses à la privation desquelles, flatteuses ou non, l'on a attaché de la gloire. Si au contraire, elles peuvent porter dans l'âme un trouble aussi grand qu'on l'assure, nous nous en priverons avec d'autant plus de joie que nous serons sûrs qu'il y a beaucoup de vertu à le faire. Ce raisonnement, que sans doute Almaïde aurait détesté si elle avait été plus à elle-même, fit sur une âme qui n'entendait plus pour succomber que l'apparence d'une excuse tout l'effet que le malheureux Moclès en était promis. Après l'avoir regardé quelque temps avec des yeux incertains et troublés, je sens comme vous, lui dit-elle, la nécessité absolue de cette épreuve, mais avec qui la pourrions-nous faire en sûreté? À ces mots, elle se pencha languissamment sur Moclès, qui, peu à peu, s'était approché d'elle au point qu'en ce moment il la tenait entre ses bras. Je crois, lui répondit-il, que si nous la voulions hasarder, ce ne pourrait être qu'entre nous deux. Nous sommes sûrs l'un de l'autre, et comme nous ne pouvons point douter que ce ne soit par une plus grande recherche de la vertu que nous nous déterminons à des actions qui semblent la blesser, nous sommes certains de ne nous pas faire une habitude d'un mouvement de curiosité qui ne part que d'un si bon principe. De quelque façon que ce puisse être enfin, nous y gagnerons, puisqu'au moins le souvenir de notre chute nous garantira de l'orgueil. Quoique Almaïde ne répondît rien, elle paraissait encore incertaine. Moclès, qui voulait à quelque prix que ce fût la déterminer, lui proposa, pour achever de la vaincre, de ne tenter cette épreuve que par degrés, afin, disait-il, que s'ils trouvaient dans leurs premiers essais assez de volupté pour fixer leurs doutes, ils n'allassent pas plus loin. Elle y consentit. Bientôt ils s'égarèrent, et, irritant leur désir par des choses qui, quoiqu'elles fussent faites sans grâce et avec maladresse, n'en prenaient pas moins d'empire sur leur sens, ils perdirent de vue le marché qu'ils venaient de faire. Tous deux, trouvant trop ou trop peu dans ce qu'ils sentaient, jugèrent à propos de poursuivre, ou ne purent s'arrêter. « Et tout d'un coup vous devîntes autre chose » interrompit le sultan. « Non, sire, » répondit Amanzei. « Je ne comprends rien à cela, » reprit Schaban, « et je sais bien pourquoi, c'est que cela est incompréhensible, car il n'est pas douteux qu'ils n'eussent tout ce que votre Brahma demandait. »« Je le crus d'abord comme votre invincible majesté, » répartit Amanzei. « Il fallait pourtant qu'au moins l'un des deux en eût imposé à l'autre. »« J'imagine que vous fûtes bien fâché, » répliqua le sultan. « Et dites-moi, duquel des deux vous défiâtes-vous le plus ?»« Le récit d'Almaïde, » répondit Amanzei, « me donna sur elle de grands soupçons, et l'ignorance qu'elle affecta quand elle se rendit à Moclès, quoiqu'elle fût extrême, ne m'empêcha pas de croire qu'en lui faisant le récit de son aventure, elle avait supprimé la circonstance qui me faisait rester dans ma prison. « Voilà bien les femmes !» s'écria le sultan. « Oh oui, votre réflexion est juste. Eh bien, je n'en ai rien dit, mais j'aurais parié qu'elle ne disait pas tout. Si je m'en étais vanté, il y a ici des gens qui m'auraient accusé de faire l'esprit fort. Allez, allez, soyez-en certains,
Ce fut elle qui empêcha que vous ne fussiez délivré. La chose, toute probable qu'elle est, répondit Amanzai, souffre des difficultés. Moclès, pour un homme jusque alors si irréprochable, me parut avoir bien de l'expérience. Ceci change la thèse, dit le sultan, car, ah oui, on le voit bien, c'était lui. Mais accordez-vous donc, dit la sultane. C'était elle, c'était lui. Pourquoi, sans se tourmenter tant, ne pas penser que tous deux étaient de mauvaise foi? Vous avez raison, répliqua le sultan. À la rigueur, cela se pourrait. Il me semble pourtant qu'il serait plus plaisant que ce fût l'un ou l'autre. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'aimerais mieux. Voyons toujours, que dirent-ils après? Ce n'est pas là ce qui m'intéresse le moins. Moclès fut le premier qui revint de son égarement. Il me parut d'abord comme étonné de se trouver entre les bras d'Almaïd, et sa raison reprenant peu à peu son empire, à l'étonnement succéda l'horreur. Il semblait ne pouvoir pas comprendre ce qu'il voyait. Il cherchait à en douter, à se flatter qu'un songe seul lui offrait de si cruels objets. Trop sûr, enfin, de son malheur, il leva douloureusement les yeux sur lui-même, et se retraçant tout ce qu'il avait fait pour séduire Almaïd, combien sa criminelle passion l'avait aveuglé, avec quel art il l'avait corrompu par degrés, il tomba dans la douleur la plus amère. Almaïd, enfin, ouvrit les yeux, mais encore troublée, ne distinguant pas les objets aussi bien que Moclès, elle fut d'abord plus confuse qu'affligée. Soit enfin que le désespoir où elle le voyait lui fit sentir sa chute, soit que d'elle-même elle connut tout ce qu'elle avait à se reprocher. « Ah, Moclès, s'écria-t-elle en pleurant, vous m'avez perdu. » Moclès en convint. Il s'accusa de l'avoir séduite, la plaignit, tâcha de la consoler et lui parla en homme vraiment humilié sur le danger qu'il y a à compter trop sur soi-même. Enfin, après lui avoir dit tout ce que peuvent inspirer la plus vive douleur et le repentir le plus sincère sans oser la regarder, il prit congé d'elle pour toujours. Almaïd restait seule, n'en fut ni moins honteuse ni plus tranquille. Elle passa toute la nuit à pleurer et à se reprocher tout, jusqu'aux reproches qu'elle avait faits à Moclès, et dans lequel alors elle trouvait trop de vanité. Moclès, dès le lendemain, prit le parti de la retraite la plus austère. « Voilà qui achève de me décider, » interrompit le sultan. « Ce n'était pas lui. » Et Almaïd, continua Amanzai, toujours inconsolable, quelques jours après, suivit son exemple. « Ceci me dérange, reprit le sultan. Il fallait donc que ce ne fût pas elle. Jamais question plus difficile à décider ne s'était offerte à mon esprit, et je la laisse à résoudre à qui le pourra. » Et c'est la fin du chapitre 9. C'est donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro. Waouh, j'ai eu énormément de mal pour cette fin de lecture, je suis désolé les amis. J'espère que c'est resté à peu près compréhensible, à peu près agréable pour vous. Mais là, je dois avouer que je commence à avoir mal à la gorge. Ça y est, le froid revient. Avec le froid, le radiateur à fond, et du coup, l'assèchement des cordes vocales très rapide. Bref. Du coup, la lecture est un peu compliquée pour moi et ça risque d'être bien compliqué pour les 2-3 semaines de live qui restent. Bah, les 2 semaines de live qui restent. Mais en tout cas, j'ai vachement kiffé cette lecture. Je sais pas si ça a été votre cas, mais j'ai trouvé ça extrêmement sympa. Chassoad, j'aime bien la lecture, mais du coup, j'irai voir les rediffusions. Ah bah, je te le conseille, chat, parce que franchement, si tu as apprécié la lecture de ce soir, je pense que tu apprécieras aussi le reste. Je sais que Jumpy aussi avait pas eu l'occasion de tout voir, et le peu qu'elle avait vu lui avait donné aussi envie de voir la rediffusion. Je pense que Le Sofa de Crébillon, c'est pas un texte ultra connu, donc forcément, peut-être comme ça de prime abord, ça donne pas forcément envie. Mais je trouve qu'il est très bien écrit. Je trouve la qualité du langage, la qualité du style vraiment vraiment bonne. Et ouais, il y a vraiment plein de bonnes idées, plein de bons passages. Bonsoir Tran, bienvenue sur ce live, j'espère que tu vas bien l'ami. Et merci pour le compliment. Tran qui dit j'apprécie le lecteur perso, c'est gentil. Et du coup, j'ai grave kiffé ce chapitre qui est l'exact prolongement du chapitre précédent. Et du coup j'adore enfin, je trouve que c'est tellement bien vu. Et en fait c'est grave cool qu'à la fin la question ne soit pas tranchée. Et qu'il n'y ait pas qu'il y ait un flou. Qu'il n'y ait pas Manzei qui réponde au sultan. Ah bah non en fait c'est un tel ou ah non en fait c'est un tel. Même à Manzei, d'ailleurs c'est rare, mais même Amanzai est du même avis que le sultan. C'est à dire que le sultan, la sultane et Amanzai
ne savent pas se décider. Ils sont tous les trois d'accord sur le fait que le mal, enfin le vice, entre guillemets, le mensonge, voilà, l'impureté, aurait pu venir autant de la femme que de l'homme que des deux. Ce qui est intéressant et ce que je trouve très bien, et ce que je trouve très bien rendu dans tout le chapitre, parce que je sais pas vous, mais je trouve que ça ressemble exactement à des tonnes et des tonnes de manières de manière que les gens ont de se pécho. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'une manière très efficace de plein de gens pour se draguer, c'est de faire ce qui vient de se passer, c'est-à-dire de sans arrêt la jouer faux semblant, la jouer tu m'intéresses pas, la jouer ça m'intéresse pas, l'amour ça m'intéresse pas, le sexe en l'occurrence aussi. Je suis pas dans ces trucs-là, et d'être ouais, d'être un peu désinvolte, d'être un peu suis-moi je te fuis-moi je te suis. Et je trouve que là c'était parfaitement rendu. C'était déjà les forceurs avant l'heure, hein, parce que Moclès, il est clairement, enfin aujourd'hui on dirait clairement que c'est un forceur, je trouve. Et en même temps un forceur, mais Almaïd est aussi dans cette acceptation. Voilà, il y a un truc. Il y a un truc très mitigé où on sait pas qui déclenche les fureurs de l'autre, les passions ardentes de l'autre, et où en fait c'est un jeu malsain entre les deux, et, euh, et je trouve que ça arrive souvent comme ça dans la réalité, malheureusement, je suppose. Euh, j'ai l'impression que, là je parle pas forcément de se draguer et de couple ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que ça illustre aussi parfaitement le fait euh, que lorsqu'on parle d'une chose, pas forcément une tentation, mais quand on parle d'une chose, plus on en parle et plus ça nous tente. Plus on en parle, plus ça nous hante, plus on a envie de le faire. Et là, du coup, bah, c'est exactement le fonctionnement, quoi. C'est plus il parle du fait qu'il soit pur et qu'il refuse tous les vices, toutes les tentations, et plus du coup il parle de ses tentations et de ses vices en parlant de manière négative, mais ils en parlent quand même tout le temps et ça les occupe au final tout le temps, ce qui fait que ça finit par les accabler entre guillemets et qu'au final bah, ils se piègent eux-mêmes. Si ce n'était pas des stratégies, euh, si ce n'était pas des stratégies volontaires de l'un et l'autre pour se pécho, ça peut aussi être une sorte de fond cosmologique diffus, genre je pars trop loin, mais ça peut être ouais, ça peut être une espèce de fond comme ça, de trame inconsciente qui joue sur les deux, qui sont en train de tous les deux se donner envie en parlant d'un truc dont ils ont pas le droit, quoi. Il y a le goût de l'interdit et voilà, quoi. Et ça, je trouve, c'est tellement bien représenté. C'est tellement la vraie vie. C'est pour ça que j'arrête pas de dire, moi, personnellement, qu'il faut mettre les choses que vous avez vraiment envie de faire proches de vous pour être tenté. Et les choses que vous n'avez pas envie de faire loin de vous pour pas être tenté. Par exemple, je donne à chaque fois cet exemple. Par exemple, une personne que je connais très bien qui me dit qu'il n'arrête pas de manger du chocolat, des biscuits et plein de malbouffe très sucrée, etc., etc. Et je lui dis, bah ouais, mais quand tu fais les courses, tu les achètes, t'as juste à pas les acheter et c'est bon en fait. Enfin, si tu les achètes pas, ils sont pas à disposition, donc tu manges pas. Enfin, tu ne manges pas ça, tu manges ce qu'il y a à disposition. Donc il y a juste, voilà. Et de la même manière, moi, tout ce qui me dérangeait dans mon quotidien et que je trouvais que c'était pas bien et que je trouvais que ça me ruinait ce que j'avais vraiment envie de faire, je l'ai dégagé très loin. Comme ça, si je veux le faire, faut que je fasse un effort. Si je veux le faire, faut que j'aille le trouver dans un rangement chiant, etc., etc. Alors qu'à contrario, j'ai mis les guitares et les basses, enfin la guitare et la basse, enfin les guitares et la basse, j'ai mis les guitares et la basse juste à côté de moi à 1 mètre, genre là je tends le bras, je peux avoir la basse, je tends le bras, je peux avoir la guitare, ce qui fait que machinalement la tentation est à portée de main et machinalement dans la journée, par tentation entre guillemets, bah je vais instinctivement prendre ma guitare, instinctivement prendre la basse et puis commencer à jouer quoi. Et enfin bon bref. Du coup je trouve que
tout ce chapitre sur le thème de la tentation, sur le thème du vice et de la vertu, qui est un peu... En plus, c'est marrant parce que les excuses qu'il se trouve pour se draguer, je trouve, sont pas si dénuées d'intérêt et de logique non plus. C'est-à-dire que, bah oui, en effet, dire de quelque chose que c'est mauvais, etc., sans jamais l'avoir expérimenté soi-même, ça peut paraître con sur certaines choses. Par exemple, là, en l'occurrence, le désir et le plaisir du corps, c'est vrai qu'en effet, ça peut paraître étrange de le démoniser à ce point, alors qu'on n'a jamais testé, quoi. Donc ouais. Il y a plein de discours entremêlés, intéressants, et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas une manière de lire le texte, je trouve. Il n'y a pas... C'est pas... Enfin, comment dire, il n'y a pas un message. Il y a plein de messages contradictoires, il y a plein de messages allant dans des sens opposés ou complémentaires. Ce qui fait que voilà, il y a vraiment une multiplicité de messages et de discours, et que rien n'est juste bien ou juste mal. Il y a à picorer de ce qui est bien, de ce qui est mal un peu partout, et c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, dans ce conte moral. Et voilà, et que du coup on soit pas dans une moralité trop manichéenne. On n'est pas sur l'auteur qui nous dit bon, ça c'est bien, ça c'est mal, ou le narrateur qui nous dit ça c'est bien, ça c'est mal. Donc ouais, je trouve ça vachement cool, vachement intéressant, avec toujours ce petit amusement de l'auteur, du narrateur, justement à l'ironie, voire le cynisme, et en tout cas à la malice, je dirais, à justement mettre des personnages dans des situations qui les gênent, qui sont inconvenantes, et où eux-mêmes ne respectent pas ce qu'ils préconisent. Il y a un petit amusement comme ça ironique assez intéressant, je trouve. Voilà, c'en est terminé la lecture de ce soir. La prochaine fois, nous lirons le chapitre 10, 11 et 12. Ça sera donc... on est quel jour? Vendredi, on est... Donc ça sera mardi à 21h pour ces 3 prochains chapitres. Sinon, on se retrouve également dimanche pour un live de découverte sur l'univers de League of Legends, avec un live dédié au champion Cassiopeia. Et je vous invite dans les commentaires YouTube à me dire si ça vous intéresse, ce dont je vous ai parlé plus tôt, à savoir que du 1er décembre au 13 décembre, je fasse des lives tous les jours, quotidiennement, avec plein de lives de gaming, très certainement, sur Sea of Thieves, mais aussi peut-être d'autres choses, et en plus du programme habituel, j'ai envie de dire. Comme ça, on finit l'année en beauté, on finit la saison 2019 sur les chapeaux de roue, et à partir du 13 décembre, je vous dirai au revoir, je vous dirai bonne fête, et je vous retrouverai en janvier. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires YouTube également, ça serait super sympa de votre part. N'hésitez pas à lâcher un j'aime pas, n'hésitez pas à commenter, que ce soit l'œuvre ou le live, la lecture dans sa globalité. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit, merci à tous ceux qui sont passés, Chassoad et Tran, c'est très sympa. Des gros bisous à tout le monde, merci d'être passé. En vrai, Chassoad, ça me fait super plaisir, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas parlé, ça me fait vraiment trop plaisir. Et du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, ou peut-être une prochaine partie de gaming. Bye bye!